Ponctuel comme une horloge suisse, il est 17 h à Doumentan, 17 h à Yaoundé. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à notre causerie, comme tous les soirs, sur la chaîne de proximité Info TV. C'est le grand soir qui jette un regard sur la politique aujourd'hui. Il se murmure depuis un certain temps qu'Issa Tiroma Bakari va démissionner. On annonce également une éventuelle démission de Bello Bouba Maïgari. La presse s'enflamme, les réseaux sociaux également autour de ces questions. Mais il y a également la déclaration du Sud qui continue d'alimenter les débats. Nous, on va justement analyser cette déclaration du Sud et les déclarations de Issa Tiroma Bakari qui observe justement que pas grand-chose n'a été fait pour le développement de l'extrême nord. Les signataires de la déclaration du Sud estiment que le président Biya n'a rien fait pour le Sud. Est-ce qu'on n'est pas là en train de mettre en musique les logiques communautaires alors qu'on parle d'une élection présidentielle? Ces sorties un peu communautaires, ou si vous voulez communautaristes, ne déforment-elles pas un peu le regard qu'on a sur une élection présidentielle? C'est autour de ces questions qu'on va échanger avec nos invités qui sont déjà tous les quatre installés dans ce studio. Accueillons Jack Léonce Awono. Il est juriste, il est analyste sociopolitique, bien connu également des plateaux de télé au Cameroun et surtout de Le Grand Soir. Jacques Léonce, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux co-discutants du soir. Bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info Télévision qui chaque jour s'agrandissent. L'audimat bat les records là-dehors parce que lorsque vous passez, on vous dit tout le temps que Info TV. D'accord. Le travail s'améliore chaque jour et puis les gens s'abonnent chaque jour davantage. Donc je suis heureux d'être là. Merci de m'accueillir à Info TV et merci de m'associer à la réflexion du grand soir de ce soir. Et pour vous, bientôt, vous allez commencer à recevoir beaucoup de demandes d'aide parce qu'on dit que vous avez déjà les moyens quand vous passez à la télé. Vous allez lever le matin, vous trouverez qu'il y a un rang, des gens qui attendent quelque chose et on va vous appeler président. Comme vous ne le savez pas, vous serez président. Même lorsque vous serez au péage, on dit que oh, c'est le président. On est sous le soleil depuis le matin. Bertrand Bama, c'est sûr que même les élèves vont également commencer à vous considérer comme plus boss que le boss. Même l'établissement scolaire. Bertrand, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, merci de m'avoir convié à ce riche débat. Je salue également tous les copanélistes qui sont avec moi sur ce plateau. Et une fois de plus, je suis content de venir échanger, partager, éclairer à l'antenne des Camerounais sur la thématique qui est à l'ordre du jour. Ils vont dire que vous êtes prétentieux. Que le type là, il va à la télé, dit qu'il va venir éclairer la lanterne des Camerounais. Qui est-il? Vous n'êtes même pas professeur agrégé en agrégation. Non, Jean-Jacques, vous savez, chacun a sa pierre, chacun a sa part à donner dans la construction de ce pays-ci. Même le simple pousseur qui est là a quelque chose à donner. Oui, absolument. Donc, il n'y a pas à dire que vous êtes qui... D'abord, je suis un pédagogue, donc c'est normal. Voilà. Et je suis très amoureux des questions politiques. Donc je pense que j'aurai ma part à dire sur cette thématique. L'enseignant d'aujourd'hui pourra peut-être revêtir une autre touche demain, politique totalement. Exactement, surtout que je reçois déjà les demandes. On me drague un peu de voilà. Engagez-vous, les listes sont ouvertes. On me drague, mais Jean-Jacques, j'observe d'abord. Vous savez, il ne faut pas plonger. Vous voyez, quand vous voyez les gorilles passer, si vous vous précipitez sur le premier, si vous vous précipitez sur le premier, il y a les plus gros qui sont derrière. Donc, j'observe encore. Vraiment, ça c'est la bonne école. Esaïe Ateba, analyste politique, bonsoir et bienvenue mon frère. Bonsoir Jean-Jacques Zeu, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Info TV. Je suis ravi d'être là encore une fois de plus ce soir. Joli costume, hein? Merci. J'ai beaucoup réfléchi pour être le plus beau sur le plateau, mais je crois que je n'ai pas réussi. Je pouvais encore résister à Bertrand, avec son le blanc cassé, assorti, une cravate super rouge. Vous voyez, je pouvais encore résister, parce que le classique fait le match, mais là, je ne sais pas comment qualifier cela, mais bravo. Merci Jean-Jacques. C'est aussi cela. Accueillons Martial Bissok, homme politique. C'est un homme des médias bien connu par le passé. J'ai encore en souvenir cette magnifique émission sur Suite FM, On refait le monde. J'aimais bien le titre de l'émission, On refait le monde, avec Sté Diabaté,
qui était chroniqueur, et ainsi de suite. Mais on ne loupait pas cette émission-là, parce que les chroniques qui étaient proposées dans cette émission, on dit waouh, Martial, avec la finesse de sa langue, avec les mots justes, le background culture générale développé. Après, on a vu Martial vouloir être candidat à l'élection présidentielle en 2018. On a dit, qui est Martial? C'est important. Accueillons Martial Bissok. Bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, c'est un plaisir inégalé d'être là. On est un peu à la maison. Et effectivement, j'aimerais te dire merci de me convier. Et je salue les populations des Lokbatindi, après EDA. Après EDA avec Kribi. Ouais. Kribi, Dehané. C'est un plaisir de savoir que partout, Info TV est regardé. Tu as parlé de Doumentan, c'est ces petits moments-là qui font plaisir aux gens. Ouais. Vous savez qu'il y a des zones ici au Cameroun où la plus grosse élite est un soldat de 2e classe. Donc, ils n'ont aucune chance d'être cités, ils n'ont personne à Yaoundé. Donc, de temps en temps, quand on salue un village perdu à Makak ou à Kolofata, ça fait plaisir. Et Lokbatindi, c'est déjà dans l'océan ou bien c'est toujours la Sénégal maritime? Et Lokbatindi, c'est l'océan. Mais avant, il y a Dehané. Oui. C'est le pont. Et Dehané a la particularité d'être du littoral et du sud. C'est-à-dire, il y a une partie de Dehané, mon village, qui est du littoral, d'Edea, et puis l'autre partie est de Kribi. C'est formidable. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre en cause les questions de décentralisation en opposition du fédéralisme, parce que la décentralisation, enfin la carte politique du Cameroun et géographique nous permet de nous embrasser entre nous. C'est ça l'idéal républicain. Et beaucoup de politiciens qui n'ont pas beaucoup de visées sont très limités sur ces questions-là. Vous ne pouvez pas regrouper les Makas dans une forêt parce que c'est leur zone. Ça n'existe nulle part. Le Cameroun est une imbrication, une intrication quantique et mystique même des peuples et des peuplades depuis des millions d'années. Donc, on met les uns et les autres, pas les uns contre les autres. C'est ça la politique. D'accord. Bertrand, lorsque vous avez Martial Bissok sur le plateau, si je vous donnais un peu ma place, quelle serait la première question que vous lui poseriez? Si j'ai Martial Bissok... Il est là. Il est là devant vous. En tant que... Vous l'avez écouté à la radio, par exemple. Oui. Mais je n'ai pas suivi toute l'émission. Voilà. Bon, si je dois rebondir sur la question, vous venez de dire qu'il était candidat à l'élection présidentielle de 2018, candidat déclaré, même s'il n'a pas finalement fait la course. Même s'il n'a pas finalement fait la course. La question que je pouvais poser à Martial, c'est quelles étaient ses motivations? Voilà. On commence par là parce que Martial Bissok, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2018, aujourd'hui, il est un soutien à la candidature du président Biya. Voilà. Qu'est-ce qui a changé en 2018? Qu'est-ce qui a motivé Martial et qui ne le motive plus aujourd'hui au point où il est plutôt en train de soutenir le candidat du RDPC? Mais disons qu'il y a 10 ans, quand je suis au Cameroun, et puis j'ai une envie brûlante de créer un électrochoc, de voir more youth in politics, plus de jeunes, on en parlait tout à l'heure, et j'avais constaté que la scène politique est un peu bridée, c'est toujours les mêmes visages, et voilà, donc j'ai suscité un électrochoc, on a ouvert le débat politique. Aujourd'hui ça peut paraître anodin, mais on a monté 90 minutes politiques pour créer le vrai premier espace d'expression politique au Cameroun, et ça a mené à une certaine émulation. La preuve, peut-être après moi, il y a eu beaucoup d'autres jeunes qui ont trouvé leur vocation. On ne va pas citer Cabral et les autres, mais Cabral est celui qui a fait le plus brillant parcours. Je me reconnais parce que c'est nous qui avons incité. Il faut être les porte-voix. Et comme disait Sartre, c'est vrai qu'à 30 ans, on est révolutionnaire et à 60 ans, on est conservateur. C'est vrai que moi, mais vous n'avez pas 60 ans, vous n'êtes plus à 30 ans. J'ai 50 ans, je suis plus proche du révolutionnaire. Voilà, et surtout... du conservateur. Oui. Pas pour conserver les vieilles tôles, mais pour dire qu'il y a un idéal républicain. Et je pense que les Camerounais sous-estiment la beauté et la force et la dynamique qu'il y a autour de cette nation Cameroun. C'est le plus beau pays du monde. Et nous sommes justement en train d'entrer dans une phase de transition aiguë. Et c'est pour ça que j'interpelle les uns et les autres. Le plus beau pays du monde. Je pèse mes mots. C'est pour dire que cette transition doit être gérée avec parcimonie, avec intelligence, avec sapience. Et c'est pour ça que ce n'est pas le temps de jouer.
Et vous avez peut-être pas oublié de rappeler que je suis le président du Haut Conseil national pour la paix, qui est un organe pro-étatique pour justement dénicher, surveiller, peut-être pas sanctionner, mais au moins tirer la sonnette d'alarme, parce que nous sommes les vigies de cette République qui doit survivre au-delà d'octobre, au-delà de nos joutes, au-delà de nos démissions, au-delà de nos aigreurs. Il y a le Cameroun qui doit être plus grand que ça. Il faut savoir se taire quand la République parle. Alors, vous parlez de transition. Comment peut-on parler de transition en soutenant le président qui est en poste depuis 43 ans? Non, là, vous savez, il y a un magnifique livre que j'aurais pu vous conseiller, mais je sais que vous lisez beaucoup, qui s'appelle « Les transformations silencieuses ». C'est François Julien. Vous savez, quand un poil blanc vous sort sur le menton, vous ne le voyez pas, enfin vous le découvrez le matin. Mais le Cameroun est déjà dans ces transformations silencieuses-là. Je peux même déclarer officiellement que nous sommes déjà en transition. Quelle que soit l'issue de l'élection d'octobre, nous entrons en transition. Et la meilleure transition maîtrisée, comme dans tous les grands pays qui se respectent, c'est une transition où le système se reconstruit et s'améliore de lui-même et par lui-même. Et le meilleur argument qu'on a, c'est de regarder autour du grand sage qu'est Paul Biya pour voir les signaux qu'il va nous donner. Voilà. Donc vous pensez à une transition avec Paul Biya. Bertrand, vous n'êtes pas d'accord? Jean-Jacques, je ne suis pas d'accord. Lorsqu'il dit qu'il y aura transition, si le président actuel est encore là, si le président de l'Assemblée nationale actuelle est encore là après 2025, le président national est encore là, on ne parlera pas de transition. Moi, je ne sais pas de quel système vous parlez. Je ne sais pas. Peut-être vous imaginez un système. Certainement, vous avez imaginé un système et vous avez envie que cela se reproduise. Mais franchement, à l'heure actuelle, Jean-Jacques, voir Martial aujourd'hui être du côté, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il est un soutien du président. Moi, j'ai l'impression que Martial cherche sa position comme plusieurs également en 2018, en 2020. Parce qu'on ne peut pas parler de transition lorsqu'il dit quelle que soit l'issue. C'est-à-dire qu'avec comme Paul Biya comme vainqueur ou quelqu'un d'autre comme vainqueur, on est en transition. Il ajoute qu'on est même déjà en transition. Jamais, nous ne sommes pas en transition. Moi, j'aimerais peut-être qu'ils disent que si le président actuel quitte, parce que tant qu'il est là, c'est le même système, Jean-Jacques. Et on ne pourra pas parler de transition. C'est lorsqu'il ne sera plus là et qu'une autre personne viendra là qu'on pourra parler de transition. Et cette personne modifiera tous les éléments qui constituent ce système-là. Ouais, un peu Jean-Jacques. Parce que tant que celui qui est là tant que le président actuel est là, il va conserver son arsenal. Et moi, je ne vois pas une transition. Donc, Martial, normalement, quand moi je vois un jeune comme Martial prendre cette position-là, je me dis, bon. Il y a une position pour les jeunes et une position pour les non-jeunes, c'est ça? Non, Jean-Jacques, vous savez, actuellement, je dis toujours, 2018 n'est pas comme 2025. Les Camerounais ont acquis une certaine maturité politique, surtout la jeunesse. La jeunesse, on ne peut plus tromper la jeunesse maintenant. Et il y a une soif du changement. Et les jeunes veulent ce changement-là. Donc, quand je vois un jeune aujourd'hui qui déclare que nous sommes déjà dans une transition, étant donné qu'on a toujours les mêmes problèmes, la corruption ambiante, le manque d'électricité, manque d'eau, et tous les problèmes qu'on peut citer, infrastructure, route et tout ça, et dit qu'on est dans une transition avec le même système gouvernant. Ça ne passe pas beaucoup. Ça ne passe pas. Ça passe pas beaucoup. Oui. Est-ce que ça passe chez Jacques Léonce, cette notion de transition évoquée par Martial Bissot tout à l'heure, qui peut se faire avec ou sans Paul Biya vainqueur? Oui, je comprends l'aîné lorsqu'il parle de transition, parce qu'en réalité, même dans les faits, lorsqu'on prend quelques éléments factuels, vous avez un président de la République qui a 92 ans, un président du Sénat qui a 89-90 ans, un président de l'Assemblée nationale qui a 88 ans. Donc voilà trois personnalités, trois plus grosses personnalités de la République qui sont des personnes un peu déjà âgées. J'ai failli dire vieillard. Oui, j'ai failli dire vieillard. Donc vous comprenez que dans les faits, nous sommes déjà inévitablement dans une transition. Même qu'on le veuille ou pas, c'est les gens qui sont en train de partir. Là, c'est une transition naturelle. Naturelle, lorsqu'on atteint un âge... Qui ne passe pas par l'élection d'octobre. Oui, lorsqu'on atteint un âge, évidemment qu'à tout moment on peut partir. C'est vrai qu'il n'y a pas de précédence à la mort, mais il y a un certain âge qui nous prédispose à partir. Oui. Donc, je crois que sur quelques éléments factuels, nous y sommes déjà. Sauf que maintenant,
ces caciques-là, malheureusement, ne veulent pas lâcher du lest. Et pourtant, tout est visible qu'ils sont déjà fatigués. Ils sont épuisés. Ils n'ont plus rien à donner. Ils ont tout donné. Vous avez des gens qui ont 60 ans de haute administration. Ils ont tout donné. Lorsqu'on a 60 ans de haute administration, qu'est-ce qu'on a encore donné? Rien du tout. On a tout donné. Et donc vous trouvez quand même un peu incongru que Martial en soit à soutenir justement la candidature du président Biya, par exemple. Ce qui gêne justement, c'est qu'on ait ce type de personnage qui refuse d'aller se reposer. C'est ça qui gêne. Et pourtant, les faits démontrent que le pays n'est presque pas gouverné. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun a un petit Paul Biya dans son secteur. Lorsque vous parcourez notre vie sociale, vous n'avez pas l'impression que le bateau Cameroun a un capitaine qui peut frapper du poing sur la table. Vous avez des ministres qui sont morts et qui n'ont jamais été remplacés. Donc je crois que même sur le plan naturel, la transition, nous y sommes. Mais sauf que le jeu des acteurs, dans le jeu des acteurs, ce n'est pas encore conquis. Parce que les acteurs refusent de partir. Alors, Esaïe, sur la notion, la vision de la transition telle que présentée par Martial, vous comprenez quelque chose? Oui, moi j'ai connu Martial et j'ai connu ses positions parce que j'ai vu M. Martial dans de nombreux débats sur les chaînes de télé. J'ai vu sa fougue à vouloir changer les choses et moi-même je suis étonné qu'aujourd'hui il ait cette posture. C'est-à-dire, je commence à comprendre que peut-être avec le système du renouveau, plus on prend de l'âge, plus on tombe dans la résignation. C'est-à-dire qu'on se dit, mieux vaut abandonner les choses et accepter que les choses se changent toutes seules. Mais ce qu'on va essayer d'énoncer ici, c'est qu'à un moment, il faut que les Camerounais se prennent aussi en main. Parce qu'on ne va pas vivre dans un état où le changement se fait toujours de façon, je peux dire, sans véritablement l'impact des Camerounais, parce que le président qui est là actuellement, il a reçu le pouvoir d'Amadou Ahidjo et il a continué à gérer le pouvoir. Est-ce que les Camerounais sont juste devenus des observateurs des différents chefs d'État qui vont passer? Non, il va falloir que ces chefs d'État sachent que le pouvoir vient du peuple et que le pouvoir, que le peuple puisse agir sur ce pouvoir-là. Bon, moi je ne pense pas qu'aujourd'hui on doit penser qu'on va aller à une transition naturelle. Et surtout que le président de la République a déjà pris un âge. Il a plus de 60 ans de haute administration, 42 ans de pouvoir. Je pense qu'il a tout fait. Il faut aussi que les Camerounais l'aident à aller se reposer. Que les Camerounais disent merci monsieur le chef de l'État, merci monsieur Paul Biya, vous avez fait beaucoup pour nous. Parce que moi je dis, généralement un État se bâtit avec les bons et les mauvais présidents. Parce que chaque président vient, il met sa marque et il passe. Il faut qu'on conçoivent les choses, ainsi que les Camerounais s'habituent à se dire Paul Biya peut partir un jour. Et ça commence dès maintenant, dès l'élection d'octobre qui arrive. Si nous pouvons donner le repos à ce papa. Alors l'argument, c'est le repos. L'argument, c'est l'argument de l'âge. Et vous dites que la position de Martial aujourd'hui peut être celle d'une résignation. C'est dit que bon, vraiment, il vaut mieux. C'est de ça qu'il s'agit, Martial, que c'est un soutien par résignation. Non, c'est trop simpliste. Je vais repréciser ma pensée. Oui. Déjà, j'ai beaucoup de respect pour tous nos copanélistes, mais il faudrait savoir que chacun assume son destin. D'accord? Et j'aimerais voir la fougue chez vous. Parce que le problème au Cameroun, comme disait l'analyste brillant tout à l'heure, c'est qu'on est toujours en train de pointer l'autre. On est en train toujours de dire, et les gens, leur programme politique, c'est que Paul Biya doit se reposer. Mais qu'est-ce que vous proposez? Présentez-nous du génie. Moi, j'avais déjà écrit une dizaine de livres de projets politiques en 2015, quand j'annonçais ma candidature. Il faut qu'on sente de l'idéologie, de la force et de tout. Alors, je n'ai pas dit que je suis contre le changement. Au contraire, je suis même plutôt pour le changement, mais je me réexplique, parce que les Camerounais ont l'art de biaiser la pensée des autres. Je dis, on n'atteint pas le grand âge par hasard. Surtout dans la cosmogonie bantou, nous sommes des Africains. Il faut sortir des théories de Sciences Po ou de ce qu'on nous a appris sur les transitions politiques démocratiques qui sont des chimères en réalité. Dans la vraie vie, quand vous avez un monsieur comme Paul Biya, et je l'ai dit encore dans une réflexion matinale aujourd'hui, que peut-être notre péché, c'est d'avoir laissé Paul Biya atteindre 93 ans au pouvoir. Parce qu'il y a des âges qui nous confèrent la légitimité et la sagesse. Je pense que les trois quarts des Camerounais ne savent même pas à qui ils ont affaire en parlant de Paul Biya. Si on met papa Paul Biya là devant nous, personne ne va bouger.
pas parce qu'il est plus fort que nous, mais parce qu'il y a la force mystique du destin qui impose du respect. Nous sommes des Camerounais, nous sommes des Africains. Nous ne sommes pas en France ici où Macron peut sortir du bureau et dire au président, monsieur, dégagez. Et ici, il y a le respect. C'est une donnée essentielle en sciences politiques. Même à vos étudiants, il faut le leur dire si vous êtes enseignant. Et c'est ça qui fait que les Européens nous imposent un système de sauvagerie politique en nous disant, à chaque fois qu'il y a une fin de mandat, il faut chasser le chef de l'État par la rue, les coups de poing et les bastons. Et on se rappelle 2 mois après ou 5 ans que le type ne nous avait rien fait. Oui. La dignité nous oblige à bien accompagner le président de la République. Je reprécise mes mots. Il n'est pas éternel. Mais je dis, la chance qu'on a de l'avoir, parce que les gens parlent toujours de l'âge, ils ne savent pas que à son chevet, je ne suis pas son confident, mais je suis un peu dans la confidence. Le livre qu'il est en train de lire maintenant, c'est les biographies, c'est les mémoires de Churchill. C'est 1500 pages, avec une mémoire d'éléphant. Alors, ce n'est pas des faits, c'est pas des faits anecdotiques, c'est de la réalité. Donc, et même, ça peut faire même sujet, moi je polémique pas dessus, mais les experts dans le monde entier se demandent comment un homme de 93 ans peut faire 9 heures de marche ou de sport tous les jours. Et ça, vous minorez ça comme si on parlait de Niat, c'est pas Niat qui est sur une civière. Paul Biya a les difficultés de cet âge-là qu'on peut lui conférer, mais il doit aussi avoir le respect qu'on a face à un homme de cet âge-là qui tiennent encore ces engagements. Maintenant, je le reprécise. De 2018 à 2025, oui. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans ma motivation? Oui. C'est le patriotisme scientifique, c'est-à-dire stratégique même. Parce que je suis en train d'observer qu'il y a une petite excitation à pousser les Camerounais à franchir la ligne rouge. Oui. La ligne rouge, c'est quoi? C'est le sang. C'est le bain de sang qui arrange toutes ces ONG qui payent des petits montants pour que les gens soient excités. Je suis heureux d'appartenir à ce pays de la diversité intellectuelle, d'une qualité exceptionnelle. Nous avons la machine à produire le plus d'intellectuels au monde, enfin le plus d'êtres exceptionnels au monde. Vous pouvez le démontrer. Et je vous ai dit, un pays comme le Canada, qui se dit pays développé et riche, qui nous vole chaque année 5 à 10 000 personnes formées, médecins, architectes, ingénieurs, instituteurs, formés au Cameroun, les écoles camerounaises. Dans les 3 000 milliards de budget que nous avons, nous réussissons à former les meilleurs médecins du monde. Et vous croyez qu'on a un pays qui ne vaut rien? Peut-être les gens jugent le pays par l'aspect juste matériel. Oui, il y a des trous à Yaoundé, même dans mon village. Je suis d'accord. La vie est peut-être plus dure dans l'Ofundi, le marché, le panier de la ménagère, comme partout, comme en Israël en ce moment. Mais je vous dis quand même que scientifiquement, quand vous regardez la beauté intellectuelle de ce pays, la force et le dynamisme, ça vous n'avez pas peut-être mon âge, mais je vous dis avec le recul. Moi, j'ai été révolutionnaire à 15 ans. Hein. Nous avons fait les grèves en 1990. Hein. J'ai accompagné Yondo Black, le bâtonnier, j'ai accompagné le procès de Ndjaoué, j'ai accompagné Célestin Monga au procès en 90 au plateau Jos. Hein. On a eu tout ce qu'il fallait recevoir quand on affronte la milice. Donc, on ne va pas me faire les notions d'engagement. Ce que je dis, c'est justement que avec l'âge, les vertus sont au centre, mon cher Jean-Jacques Zé. Et nous sommes en train de produire de l'intelligence. On est en train de produire une télévision, par exemple, ici, qui est une société. C'est le travail des Camerounais, créé par des Camerounais. Et dans tous les secteurs, les Camerounais se battent dans toutes les difficultés parce que la vie n'est pas facile, à résister face à la mauvaise foi internationale, face au FMI qui nous torture, face à la prédation de nos matières premières. Nous résistons. Et c'est ça la beauté du Cameroun. Vous me citez souvent des pays qui ont 2 voies d'autoroute, mais vous ne dites pas que les investissements directs étrangers sont justement entre les mains des grands groupes, des grands capitaux. Vous ne dites pas que la richesse nationale produite appartient à 80% à la mer occidentalo-libanaise. Vous ne dites pas que ces gens n'ont même pas de terrain dans leur propre pays. À l'inverse des Camerounais qui se torturent de douleur, mais qui résistent. C'est ça un peuple. Et c'est pour ça que je suis fier de ce pays. Et je suis pour que nous continuions à redresser et à améliorer. Je reviendrai sur la notion d'administration fonctionnelle. Et je vais expliquer tout à l'heure, et c'est même l'objet de ma prochaine thèse livresque. Bonsoir, très belle émission. Jean-Jacques, tu es le meilleur, d'accord, de ta génération. Laisse ton humilité là. Tu es trop fort. Très ravi de revoir le PP au pays. Il nous avait fui pour aller rester chez Macron. On parle de vous, hein, alors que le combat est ici. Bon retour à lui, Fly, depuis Vogue Betty.
ici à Yaoundé. Jean-Jacques Zé et à votre panel, bonsoir. Voici encore le riz à partager. Nous sommes fatigués de la honte. Parlez déjà, on n'attendait plus qu'on détourne le tout. Alors, il y a encore du riz à partager de ce côté-là. Ben... Bonsoir Jean-Jacques Zé et à ton panel. Vraiment, que les partisans de l'actuel système nous laissent l'affaire des Bantous là. Le pays n'est pas un village où l'ancien doit être forcément respecté. Chez les Bétis, ça ne se passe pas. Un ancien qui dégame, on le met à côté, même bruyamment, quand le pouvoir du peuple par le peuple, car dans la réalité, ce n'est pas ça. Sylvestre depuis Monatélé, qui ne veut pas l'affaire des Bantous, et au-delà qu'il faut respecter. Bonsoir Gisette, bonne émission. Je suis d'accord avec le journaliste qui dit que l'alternance à la tête d'une nation n'est pas qu'une bonne chose. Prenez le cas de la Libye, qui est maintenant en guerre après la mort de Kadhafi. Fabien Onambélé depuis Barrière, qui envoie ce message-là. On va rapidement retrouver un ou deux autres messages de l'autre côté. Oui, je vous ai donné l'exclusivité hier, le retour triomphal et l'accueil triomphal à Garoua, c'est demain. Là, il nous parle de Issa Chiroma Bakari. Jusque-là, on n'a pas encore d'informations officielles. Vous avez dit hier qu'il devait organiser une conférence pour annoncer la démission. On n'a pas encore la conférence. Et là, vous ajoutez aujourd'hui qu'il y aura un retour triomphal du côté de Garoua demain pour Issa Chiroma. On va suivre en tout cas l'actualité. On reviendra ici pour en parler. Bonsoir les panélistes. Par rapport à la transition dont vous parlez, je crois que la meilleure transition se fera si le président Paul Biya obtient encore ce mandat. À ce moment-là, il sera plus libre de préparer sa succession de la part de Jemima Bomo, qui envoie ce message-là, qui est d'accord que la meilleure transition devrait se passer avec le président Biya, vainqueur de la prochaine élection. Bien le bonsoir. Martial Bissok a déjà la langue de quelqu'un qui a goûté le pain sardine. C'est triste vraiment, Martin de Nkwaban. Martin, si toi tu vois le pain sardine... Alors on prend, bonsoir, Paul Biya lit chaque jour les mémoires des autres. On attend lire ses mémoires, monsieur Martial Bissok Abo. Alors vous savez que c'est pas... on n'écrit pas ses propres mémoires, non. Un panéliste dit que le Canada vole les génies au Cameroun, vraiment. Vous me faites rigoler. La malgouvernance et le détournement, corruption et tout cela. Donc il n'est pas d'accord avec Martial sur ce point-là. Bonsoir le plateau. Bonne émission. Je ne savais pas que les gens comme Martial pensent encore que le peuple est naïf. A-t-il eu sa part? En tout cas, octobre n'est plus loin. On verra si c'est son changement ou le vrai changement du peuple qui consiste à avoir une nouvelle tête et non un renouvellement de l'ancienne tête. JP Niam à Yaoundé. Monsieur Martial, arrêtez avec cette manipulation. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger sont-ils dans le Fonds monétaire international? Il semble dire que ces pays se portent bien aujourd'hui parce qu'il ne serait plus au FMI. Bonsoir le plateau. Ce Martial doit avoir le syndrome des gens qui finissent par aimer leur bourreau. Ah, là, on appelle ça encore le syndrome de quoi là? Voilà, Stockholm, on est d'accord. Quand on forme les enfants pour qu'ils fuient, pas volontairement pour aller exercer ailleurs, il n'y a pas de quoi se réjouir. Je ne sais même pas. Voilà, Sopfrika à Douala, qui envoie ce message-là. On va demander à la rédaction de nous afficher déjà la thématique de l'émission parce que nous y sommes. On aura un léger pont qu'on fera avec nos invités sur le plateau. Bonsoir Bissok, je comprends que tu veux rejoindre le camp de la mangeoire. Si tu estimes qu'à 93 ans, on peut être champion olympique et faire 9 km par jour, c'est ton droit. Mais c'est trop pour lui. On veut un nouveau souffle et du changement. Hans, depuis Douala, qui envoie ce message. Martial, vous allez réagir à tout cela tout à l'heure. Bonsoir le panel. Jean-Jacques Zé, ce monsieur en bleu est perdu. C'est Sandra Dodja qui envoie ce message-là. Le monsieur en bleu. Martial, c'est vous qui avez une couleur très frappante. Sandra ne s'est pas trompée. Il s'appelle Martial Bissok. Voilà, vous dites qu'il est perdu. Comment et pourquoi? Bonsoir à vous, le président Paul Biya, le Paul Biya de la modération. Ah non, attention. Et aussi, bonsoir à vos panélistes. J'aimerais juste dire à nos candidats d'opposition
que passer du temps à parler de l'âge du président de la République en longueur de journée, que ce n'est pas un programme politique et qu'ils doivent savoir que le changement n'est pas toujours synonyme de progrès. Nous connaissons des pays en Afrique où il y a eu changement à la tête de l'État et après le pays a connu pire. Dominique depuis Melon qui envoie ce message. On salue Melon, c'est dans le Mungo là-bas de ce côté-là. Isaïe Atiba, beaucoup reviennent sur la notion de changement. Est-ce que vous êtes dans la même logique, notamment du dernier message, qui pense qu'il ne faut pas toujours voir le changement comme progrès? Le problème, c'est que le changement, il est inévitable. Bon, c'est-à-dire, les choses doivent toujours changer à un moment ou à un autre, que ce soit naturel, qu'on l'appelle par neveu. Bon, on ne peut pas rester figé, on ne peut pas vouloir qu'un monde soit figé. Et aujourd'hui, dans le Cameroun d'aujourd'hui, on voit un peu la manifestation de l'absence aujourd'hui du président de la République dans la gouvernance et dans la façon de se comporter de ces ministres, différents ministres qui travaillent autour de lui. Et c'est pour cela que les Camerounais, parce que moi, je vais dire, les premières personnes à être impactées par la gouvernance, ce sont les populations. Si les populations se sentent mal, ils vont demander, ils vont effectivement rechercher le changement. S'ils se sentent bien, ils vont vouloir le statu quo. Si aujourd'hui les populations demandent le changement peut-être de tous leurs vœux, ça veut dire qu'aujourd'hui... Les populations, c'est pour qui quand vous dites les populations? C'est tout le monde? Bon, dans la grande majorité, lorsque vous sortez... Comment vous faites pour évaluer la grande majorité? Lorsque vous sortez, bon, comment est-ce que vous estimez cela? Si nous prenons même juste d'abord sur ce plateau actuellement, vous avez appelé quatre panélistes. Si on prend sur les 4 panélistes, il y a quand même 3 qui parlent du changement, qui veulent le changement. Je prends juste sur votre plateau et ça peut se propager même à l'extérieur si on commence à causer avec beaucoup de jeunes. Parce qu'il y a ce qu'on appelle même la nausée politique. Au bout d'un moment, quand on a quelqu'un qui est là depuis très longtemps, on veut juste... Dans votre changement, c'est juste changement des personnes, d'individus, que ceux qui sont là partent et puis on met quelqu'un d'autre, même s'ils sont toujours du même régime, du même parti. J'ai dit même les frères jumeaux n'ont pas le même comportement. Ouais. Ça veut dire qu'on peut avoir même quelqu'un qui est dans le système et qui a des idéologies. J'ai dit tous les ministres de Paul Biya ne sont pas mauvais. Il y a certaines personnes dans le gouvernement dont je trouve que l'action, si un jour ils arrivent à la tête de l'État, ils peuvent changer des choses. Il y a d'autres peut-être qui veulent le statu quo. Dans ce gouvernement-là, les gens qui peuvent être de bons présidents, c'est ça? Il y a des personnes, effectivement, il y a des personnes, même quand on voit dans les révolutions, il y a parfois, c'est peut-être la personne qui est à côté. Et puis, même si on prend même les gens comme les Diomaye, ce sont les hauts fonctionnaires. Diomaye et son collègue, son cours, ce sont des hauts fonctionnaires de l'administration. On va dire qu'ils faisaient quand même aussi partie du système. Parce que si on te nomme au niveau des impôts, tu es nommé haut fonctionnaire au niveau des impôts, ça veut quand même dire que tu es quand même proche du système. Et je ne crois pas que on peut forcément sortir du système. On peut rester dans le système, avoir des bonnes personnes. Mais il faut maintenant que ces personnes se présentent, qu'on puisse voir un programme politique et on peut dire, celui-là, il peut faire l'affaire. Et c'est comme aussi on peut avoir dans l'opposition des mauvais présidents, c'est-à-dire des gens qui peuvent plutôt nous plonger dans l'abîme. Et c'est pour ça que j'ai dit, il y a aujourd'hui, avec l'âge du président, beaucoup sont tombés dans ce que l'évêque de Yahou avait dit, même si c'est le diable qui vient d'abord au pouvoir. Et je dis, c'est ça le danger aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens veulent voir Paul Biya tellement parti qu'ils se disent que n'importe quel opposant, par une sorte de popularité, peut être un bon président, mais il n'analyse plus véritablement les candidats. Les candidatures, les programmes. Les programmes et tout le reste. Et ils voient juste qu'il faut quelqu'un qui remplace Paul Biya directement. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a dans l'opposition, il y a aussi des gens qui ne peuvent pas faire de bons présidents. D'accord. Martial, est-ce que vous ne ramez pas finalement en contre-courant par rapport à la notion de changement et de transition telle que relayée par les messages et relativement aux interventions ici sur le plateau? Est-ce que vous ne ramez pas en contre-courant? Vous savez, il faut toujours fuir la population, la foule, la masse, qui a rarement raison. Ce que je voulais dire, c'est que pour prendre des positions d'autorité comme on le fait, il faut avoir des arguments, il faut avoir la solidité, non seulement scientifique. Ce n'est pas une affaire d'huile de sardine, mais aussi, ce n'est pas une affaire de est-ce qu'il a à manger sa part. Vous savez, c'est un vocabulaire très camerounais, chacun se limite à ce qu'il connaît de son environnement. Moi, je suis très loin des questions de la pensée ici. Je pense qu'on est plutôt en train de penser à quelque chose de plus grand que nous. Ce que je voulais dire, c'est que normalement, on dit rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Et cette heure-là, pour moi, n'est pas encore venue. Quand cette heure-là va venir, vous n'aurez même pas le temps de vous asseoir ici. Il y aura de la puissance.
Et c'est les rapports de force dans la vie qui gagnent. Peut-être parce que je suis un peu plus véridique ou un peu plus délesté des pesanteurs justement de la nourriture, que je peux me permettre de donner un argument qui ne va pas vous faire plaisir. C'est-à-dire que moi en 2010, quand j'étais au Sénégal, on a eu la chance d'être reçu par le président de l'époque, et les étudiants qui bloquaient et qui grévaient à l'époque, c'était justement l'actuel président, Diomaye Faye, et qui me l'a rappelé, justement sur ses positions, et il était étudiant. Quand j'étais éditorialiste à Paris. Et donc, j'ai connu les étudiants. Et parce qu'il a parlé tout à l'heure du Sénégal, et je vais lui dire que c'est totalement détaché de la réalité camerounaise. C'est-à-dire, qui au Cameroun atteigne le palier le plus élevé de l'administration et décide d'arrêter, de démissionner et de former avec un groupe de fonctionnaires ce qu'on va appeler le PASTEF, pour présenter une nouvelle idéologie, et comment ils vont survivre, c'est qu'ils rentrent dans leur village, ils commencent à faire de l'agriculture, et voilà, et ils reviennent par la petite politique, et ils sont résistants, et logiques. Au Cameroun, on est facilement berné par le jeu politique qui nous amène à ne pas être sur le terrain en réalité. Qui mouille le maillot réellement pour mériter de dire? C'est pour ça que je dis, peut-être nous ne sommes pas encore totalement prêts. Et moi, je dis encore, et je pèse mes mots, ça peut énerver 2 ou 3 experts de canapé, mais je dis merci à Paul Biya d'être encore là ou de partir incessamment, mais en nous laissant quand même le choix de n'avoir pas encore le nom du prochain président. Mais c'est ça qu'on appelle la transition. C'est ça tout le charme et la beauté du Cameroun. Il y a des pays où le nom du successeur est déjà écrit. Et il y a quelques années, tous les caciques se voyaient déjà en haut de l'affiche, même en se rasant. Ni vous, ni moi, ni Obama n'avions pas droit à la parole. Et Paul Biya dit, attention, justement, ce que je veux laisser à ce pays, c'est une transition où tout le monde peut encore rêver. C'est pour ça qu'il y a 1 million de candidatures sous le Fundi en ce moment. Chacun est excité. Mais c'est ça qu'on appelle un grand pays. Donc, créer l'espoir. Vous ne pouvez pas le sentir, je vous le concède. Mais nous qui sommes profondément analystes de ces questions-là, et on sait que ça ouvre un champ de possibilités énorme. C'est une fractale politique que Paul Biya nous donne là, c'est une masterclass. Dans la transition, c'est pour ça que ceux qui se limitent là tout de suite à me demander des comptes, comme si je suis au tribunal ici, je dis, vous ne me comprenez pas. Prenez le temps d'écouter les gens qui connaissent un peu plus que vous, même si ça peut vous heurter. Ce que je dis, c'est que Paul Biya, oui, c'est bien, la prétention, c'est prétendre à. Un pays où on ne prétend à rien, c'est un pays de Bensikin. Et c'est pour ça que je ne suis pas pour ce pays-là. Moi aussi, je veux d'un pays où à Yaoundé, il y a les téléphériques. D'ailleurs, j'ai fait une étude dans mon projet politique où je dis qu'à Yaoundé, on peut installer 10 téléphériques comme au Chili, comme au Pérou, à moins de 15 milliards de francs CFA. Et ça, une seule personne peut faire ça de sa poche au Cameroun. Les gens prennent 100 milliards pour aller manger à Dubaï. Mais c'est ça que je dis donc au Cameroun. Et là, vous parlez des questions de gouvernance. Oui, on va revenir. Mais je voulais quand même dire que c'est très important ce que je viens de dire. Quand je parle de transition, les gens se limitent à dire, j'ai dit Paul Biya. Non. Je dis, Paul Biya nous laisse une possibilité de rêver. Surtout à vous les jeunes. Peut-être nous, on est déclassés. Vous dites qu'on ne vaut plus rien. Je dis, OK. Mais voilà l'occasion pour que chaque paysan, chaque agriculteur, chaque taximan se dise, j'ai une chance pour le Cameroun. Et ça, c'est extraordinaire. C'est ça, la magie. Partout, personne ne cite le nom de Franck Biya. Quand on parle de Paul Biya et la succession depuis, il y a des noms que vous allez nous citer là tout à l'heure. Je n'ai pas dit qu'il est exclu, mais il n'est pas aussi exclu qu'il soit exclu. Et c'est tout ça qui fait que je crois en ce pays, parce que au final, c'est ça qu'on appelle faire de la politique. Paul Biya ne nous laisse pas un pays de brimade où les gens sont brimés, où les gens ne peuvent pas parler de succession, où les gens ne doivent pas rêver. Et c'est pour ça que je dis peut-être c'est une voie. D'accord. Bonsoir Gigi, je trouve très pertinent le panéliste Bissok. Puis-je avoir son numéro? Pourquoi refusez-vous d'être le Paul Biya de la modération? Non. C'est un peu compliqué. Il est cultivé, ce monsieur. Il suscite de l'admiration. Entrons dans le vif du sujet, s'il n'y a pas une autre réaction relativement aux explications de Martial tout à l'heure qui viendra. Il y a une réaction. Oui. Allons-y, Jacques. Je trouve un peu très laudateur le discours de M. Martial envers M. Paul Biya. Et moi, ça me gêne un peu. Vous voyez, c'est son droit, non? Oui. Mais moi, ça me gêne un peu parce que vous savez, lorsque
nous analysons froidement la situation actuelle de notre pays, je parle beaucoup plus du jeu des acteurs. Vous avez M. Paul Biya qui a été président par la seule bonne volonté de M. Amadou Ahidjo. Il n'a gagné aucune élection pour être président de la République. C'est un monsieur qui est arrivé parce qu'il y a un président avant lui qui a pensé l'après et qui a dit, voilà un monsieur que je trouve pondéré, que je trouve assez sage pour conduire le bateau Cameroun. Après moi. Mais ne vous limitez pas à cela, au choix qui serait celui d'Ahidjo. Il y a un choix préalable, celui de la Constitution. Et la Constitution, elle passe par un Parlement, c'est-à-dire la voix du peuple. Justement. La voix du peuple qui dit que le successeur, c'est le président, c'est le Premier ministre. Oui, justement. Mais M. Amadou Ahidjo avait tout fait pour faire de lui le Premier ministre. Et donc, tout était classé pour qu'il fasse de lui son successeur. Oui. Donc, voilà pourquoi j'aime parler du jeu des acteurs. Lorsque vous avez donc le Cameroun actuel, où on a un président qui a 93 ans. Et donc, il n'y a pas de conseil ministériel. Il y a le conseil supérieur de la magistrature qui est attendu. Il n'y a aucun remaniement depuis 7 ans. Il a fait toute une mandature de 7 ans avec toute une même équipe, alors que les gens sont morts, ils ne sont jamais remplacés. Mais c'est de ce Cameroun-là dont on parle. Et vous ne pouvez pas nous faire croire que c'est un monsieur qui est béni, qui mérite encore d'être applaudi. Non, ce n'est pas possible. Nous avons un Cameroun. Ce mandat qui est en train de s'écouler était un mandat de croc. Et les faits, les éléments factuels dont je viens d'évoquer nous démontrent que c'était un mandat de trop. D'accord. Voilà pourquoi vous voyez déjà, justement dans le jeu des acteurs, on va parler tantôt, certains ministres qui commencent à vouloir, parce que beaucoup ont visualisé M. Biya se limiter en 2025. Ils n'ont pas vu un monsieur qui pourrait encore se représenter après 2025. Et donc, certains commencent à dire, mais il faut changer de camp. Voilà pourquoi peut-être M. Issa Chiroma commence à bouger. Et vous pensez que c'est crédible que M. Issa Chiroma commence à bouger aujourd'hui? Nous sommes bien dans la thématique. Merci de nous permettre d'y entrer. Justement. Ça, c'est tout dans le jeu des acteurs. Voilà pourquoi je disais que beaucoup n'ont pas visualisé que M. Biya serait encore candidat en 2025. Donc, voilà pourquoi je dis que c'était un mandat de croc. Beaucoup ont dit, on lui donne le dernier mandat. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il va sortir. Et donc les choses vont changer. Mais beaucoup n'ont pas vu que c'est un monsieur qui sera toujours là. Mais il ne s'est pas encore prononcé. On est d'accord là-dessus. Oui, il vous dira le moment venu s'il reste ou s'il va au village. Il ne s'est pas encore prononcé. Oui. Hein? Donc moi je suis vraiment pas d'accord qu'on soit là encore en train de dire que M. Biya mérite encore un autre mandat pour le Cameroun. Alors, vraiment, vous n'êtes pas d'accord, il est d'accord, et c'est la démocratie. Oui, c'est la démocratie, mais quand même, chez nous, les Bantous, quelqu'un a dit ici que nous sommes des Bantous. Oui. Lorsqu'on a atteint un âge, Jean-Jacques, on mérite le repos. Et monsieur Biya. Mais la loi des Bantous, c'est quand on est chef. Jacques dans le chef de monsieur Martial. Attention à la fête des Bantous. De monsieur Martial. Oui. Lorsqu'on a atteint cet âge-là chez les Bantous, on devient source d'inspiration. Et donc, on vient s'enquérir de votre sagesse au village. Vous ne pouvez plus travailler. Vous ne pouvez plus être assis dans un bureau fermé pour signer des documents. Non, à 80 ans, ce n'est pas possible. Je ne voulais pas qu'on s'attarde sur l'affaire de l'âge et de l'âge. C'est un fait, Jean. C'est ce que les messages disent. C'est un fait. Oui, justement. C'est ce que les messages disent. Ils vous disent que l'âge n'est pas un programme politique. Personne n'a dit que c'était un programme politique. Voilà. Ça, c'est une excuse. D'accord. Jacques Léonce, on est d'accord là-dessus. Qu'ils ont le droit également d'estimer que ceux qui veulent enlever Paul Biya, du matin au soir, parle de son âge. Est-ce que ça passe, ce discours-là? Entrons dans le sujet. Vous avez permis d'avoir le pont, justement. Issa Chiroma a fait une sortie. Il pourrait, selon des sources, dit-on, généralement bien introduites, partir du gouvernement. On a la déclaration du Sud qui parle de ce que le président n'a pas fait au Sud. Issa Chiroma parle de ce que le président n'a pas fait dans l'extrême Nord. Est-ce qu'on n'est pas là, justement, dans les logiques communautaires qui ne parle pas du Cameroun, Bertrand Barra? Oui, Jean-Jacques, merci beaucoup pour ce moment que vous m'accordez par rapport à la thématique. Jean-Jacques, une logique communautaire est une démarche collective, centrée sur les intérêts d'un groupe qui réclame sur un groupe. Le groupe peut être régional, le groupe peut être ethnique ou culturel. Et lorsque ces intérêts, cette démarche-là, met en évidence des problèmes spécifiques, tels que l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, les routes, l'emploi, cela relève d'une logique communautaire.
Jean-Jacques, lorsqu'on analyse, donc, je commence par la déclaration du Sud. Vous me permettez? Allez-y. D'accord. Lorsqu'on analyse la déclaration, en fait, tous ceux qui ont signé, les signataires, ont relevé les mêmes problèmes qui entrent dans les problèmes spécifiques relevés par la logique communautaire. On parle des routes, ils ont cité Bembis, Meyomé, ainsi de suite. Il n'y a pas de route. Ils ont parlé d'un chômage endémique. Ils ont parlé du manque de, en fait, du chômage endémique, le manque d'électricité. Jean-Jacques, vous voyez que les signataires de la déclaration du Sud, bien que c'est mentionné sur le document, que nous adressons cette lettre aux frères et sœurs du Sud. Mais ce n'est pas seulement une logique communautaire, Jean-Jacques. C'est au-delà. Parce que lorsque vous lisez cette lettre-là, le professeur... Mais l'esprit de la lettre, c'est que tu es notre frère, mais tu n'as rien fait pour nous. Exactement, c'est l'esprit de la lettre, mais je trouve que Jean-Jacques, ils sont allés au-delà de l'esprit de la lettre. Parce que lorsqu'ils déclarent que ne pensez pas que le Sud est un bastion imprégnable du RDPC. Là maintenant, ils sont en train de s'adresser également aux autres partis politiques, aux autres, que n'ayez pas peur. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas venir aussi installer vos partis ici. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas venir battre le candidat du RDPC dans le Sud. Et Jean-Jacques, cela met à mal également la plupart des élites du Sud qui sont dans le régime. Parce que c'est très mal perçu. Imaginez-vous un seul instant que lors d'une élection présidentielle, on dit que le Sud a perdu, le RDPC a perdu dans le Sud. Jean-Jacques. Il vous arrive de l'imaginer, vous? Oui, Jean-Jacques, permettez... Non, attendez, est-ce que vous l'imaginez? Je l'imagine, Jean-Jacques. D'accord. Je l'imagine, Jean-Jacques. Et voilà ce que le professeur Abba et ses collègues. Donc, c'est une manière de conscientiser d'abord, parce qu'il y a un réveil. Ils disent, n'ayez plus peur. Ne restez pas dans l'inaction. Levez-vous. Parce que celui que vous considérez comme votre frère, ça fait même 30 ans. Il n'a jamais fait un meeting ici, là. Depuis qu'il est là, vous n'avez rien. Il y a un groupuscule. Il y a des gens qui se bourrent les poches. Ils viendront vous dire ici que votez X, votez Y. Pourtant, vous misérez. Vous voyez un peu, Jean, donc il y a d'abord un sentiment de réveil que ces signataires-là veulent inculquer aux populations. Et dit également aux autres qui sont autour que n'ayez pas peur. Donc ça ne se limite pas seulement au niveau de la communauté. Maintenant, lorsque je regarde de l'autre côté de M. Issa Tirouma, Jean-Jacques, il est ministre de la République, homme politique, président de parti politique. Il était en tournée dans le Nord. Je dis bien, il était en tournée politique. Jean-Jacques, de même que M. Issa Tirouma, il y avait les militants du FSNC qui étaient devant, mais il ne s'adressait pas seulement aux militants du FSNC, il s'adressait également aux populations du Nord. Parce que lorsqu'il déclare, quelqu'un ne doit pas venir vous dire de voter une personne qui vous a entraîné dans la misère. Vous voyez un peu, non? Un inconnu ne peut pas réunir les militants de M. Issa Tirouma pour parler aux militants de M. Issa Tirouma dans le siège du parti. Donc, vous voyez que son discours n'est pas seulement au niveau des militants, mais c'est également dans la communauté du Grand Nord pour dire aux populations du Grand Nord que vous vivez dans la misère. Et ce sont les mêmes problèmes que les signataires du Sud ont relevés. Que M. Issa Tirouma Bakary, s'il le dit, il est crédible. Il peut être crédible de dire aujourd'hui que s'ils sont dans la misère, c'est à cause de ce régime qui est conduit par Paul Biya. Il est crédible? Jean-Jacques, vous savez, je ne peux pas dire oui ou non. Non, dites quelque chose. Oui, je vais dire quelque chose, Jean-Jacques. Oui. Vous voyez, en politique, il y a des gens qui cherchent leurs intérêts. Donc, M. Issa Tirouma est allé en politique comme quelqu'un qui cherchait ses intérêts personnels. Oui. Maintenant, Jean-Jacques, vous voyez, lorsqu'on est président de parti politique, on a une base militante qui nous accompagne. Aujourd'hui, ce que j'ai dit ici tout à l'heure, 2018 n'est pas comme 2025. Aujourd'hui, la base militante de son parti veut le changement. Et il est sous pression là où il est là. Parce que ces gars disent que, regardez les entreprises, regardez les sociétés d'État,
il n'y a pas un membre de M. Issa Chiromba qui est DG d'une entreprise publique. Il y en a tellement. Ils disent donc, cette alliance-là nous sert même à quoi? On vit dans la misère, dans la pauvreté ambiante. Nous n'avons rien. Mais toi, tu pars tisser tes alliances là-bas. Nous, on gagne quoi dedans? Donc lui-même, M. Issa Chiromba, là, il est là. Il est sous pression. Il est sous pression. Et actuellement, là, il est obligé, Jean-Jacques, d'écouter sa base. Donc, si aujourd'hui, il déclare que c'est ce régime qui a entraîné la pauvreté, lui-même, il est comptable de cette pauvreté-là. C'est pourquoi je ne peux pas dire qu'il est crédible, parce qu'il est comptable de cette pauvreté. D'accord. Esaïe Ateba, sur cette approche-là, le Sud, certains fils du Sud, ils sont 8 signataires de ce document, se sont prononcés. Le cliché qu'ils présentent, c'est qu'en tant d'années de règne, notre frère n'a rien fait pour nous. Il faut commencer à envisager autre chose. Issa Chiroma Bakari se lève également pour observer qu'ici à l'extrême nord, malgré nos alliances, nos accords, il n'a rien fait pour nous. Est-ce que ce n'est pas des logiques communautaires? Ils ramènent le débat politique national à leur communauté. Bon, Jean-Jacques, ce qu'on va dire, c'est qu'on ne peut pas exclure la logique communautariste dans l'action politique, parce que dans une société, il y a diverses sortes de corporations et de communautés. Et vous allez voir que généralement, quand un candidat se propose, chaque communauté se regroupe pour savoir, on va dire même les corporations sociales, c'est-à-dire est-ce que dans notre corporation on va s'en sortir avec ce nouveau régime. C'est tout à fait logique qu'on ait cette façon de voir les choses. Ça veut dire que si le président Biya avait tout donné à son sud natal, il serait le meilleur président du monde. Il n'y aurait pas une réaction comme ça. Effectivement. Et entre-temps, nous, à l'Est, on allait faire comment? C'est alors ça que nous aussi, à l'Est, on devrait se battre. Parce que moi, je dis généralement... On devrait se battre s'il n'est pas de l'Est. Moi, je dis généralement, qu'est-ce qu'un citoyen veut? Chaque citoyen veut le bien-être. Si le citoyen est sûr qu'il peut obtenir le bien-être d'un président, il reste avec lui. C'est tout à fait logique. Est-ce que si ça ne concerne que ton village, qui refuse, même si ça ne concerne que ton village, bon, là, quelqu'un va d'abord se voir lui-même, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est fait sur mon biotope personnel. Mais on sait généralement que dans un pays où on fait, c'est toute une nation, c'est-à-dire, c'est une nation et on ne travaille plus seulement au sud. On peut donner les routes ici au sud, mais on t'affecte à l'est. C'est-à-dire que tu ne vas pas utiliser les routes du sud, tu ne vas pas transporter les routes du sud pour aller à l'est. Mais à chaque fois qu'il y a des difficultés, à chaque fois que la société, c'est-à-dire que la répartition des ressources se complique, généralement les gens se remettent en groupement pour essayer de faire pression pour avoir quelque chose. Et c'est ce qu'on observe. Mais quand je prends peut-être le cas de M. Issa Chiroma, je fais un peu une double analyse parce que je me demande, est-ce qu'il y a une véritable sincérité ou c'est juste une certaine pression qu'il veut faire sur le pouvoir pour obtenir plus. Parce que généralement, comme on a si bien parlé, le jeu des acteurs, et chaque fois il faut mettre un peu les rapports de force en jeu pour essayer d'obtenir plus. Et à l'approche des élections comme ça, Issa Chiroma peut se jeter dans ce jeu-là pour dire, bon, je vais un peu essayer de créer ce brouillage-là, de créer ce bruit-là pour que j'attire l'attention du prince et que le prince m'appelle qu'est-ce que tu veux, et on fait comment, et il peut aller poser maintenant. Bon, ça veut dire qu'il entre dans un système de marchandage politique. D'abord, c'est la première logique que je vois. Mais la deuxième logique aussi que je peux observer, c'est de me demander, est-ce que M. Issa Chiroma n'a pas l'impression que le Titanic est en train de couler? Et de se dire, est-ce qu'il ne faut pas que je prenne le navire? Oui, je quitte d'abord le navire avant que ça ne coule avec nous tous. Et avoir une retraite paisible au village, parce qu'il leur aura dit que ce n'est pas de ma faute. Et oui, avoir une retraite, ou bien s'accrocher même ailleurs, parce que vous savez que les hommes politiques, c'est ça. C'est comme, parfois on parle des femmes qui sont comme des singes, mais parfois aussi les hommes politiques sont comme ça, c'est-à-dire essayer de chercher la branche la plus solide, oui, la branche la plus solide pour s'accrocher. Peut-être qu'il peut aussi être dans la logique et observer que non, aujourd'hui les Camerounais se sont inscrits, 8 millions de Camerounais se sont inscrits, ce qui est parfois compliqué dans la logique, la mouvance politique. On voit tout le monde parler de politique dans tous les recoins et peut-être de s'offusquer. Est-ce que je ne devrais pas danser dans ce climat-là? Dans les deux cas de figure,
c'est un peu une carte en solo qu'il est en train de jouer. Effectivement, c'est un homme politique. C'est un homme politique, il veut jouer sa propre carte, se sauver. Parce qu'on utilise la communauté. Les hommes politiques, généralement, utilisent leur communauté pour faire du marchandage politique. Ce n'est pas qu'ils sont beaucoup plus là pour véritablement travailler pour la communauté. Parce que M. Issa Chiroma est ministre de Paul Biya depuis combien de temps? Pour qu'aujourd'hui se rappelle qu'il n'y a pas de route au nord. Bon, ça veut dire que 23 ans de règne, il a été pendant 23 ans ministre. Oui, ça veut dire que c'est ça la 23e année qui se rend compte que le nord manque de routes, manque d'infrastructures, manque de puits, manque d'écoles et tout le reste. Est-ce que vous croyez qu'il vous croyez qu'il est vraiment sérieux? Non, il n'est pas sérieux. Soit il est là dans le cadre où il veut faire un marchandage politique pour augmenter les enchères et réclamer plus, soit il est peut-être dans une logique où il veut se sauver et aller s'accrocher. Beaucoup d'analystes le trouvent un peu à l'étroit ces dernières années. Il a été flamboyant ministre des Transports à une période où c'était suffisamment juteux. Il a été ministre de la Communication sous les projecteurs avec toute la flamboyance qu'on peut imaginer. Depuis qu'il est du côté de l'emploi, il a l'impression de ne plus beaucoup exister. Oui, effectivement, il peut se sentir. Sur le plan de la médiatisation, sur le plan, il a l'impression qu'il a l'étroit. Oui, il peut se sentir à l'étroit là-bas, il peut vouloir plus. Il peut demander un poste au président, je veux peut-être ministre de tel, ministre d'État. Oui, vous savez que c'est généralement ces grades-là qui apportent beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus, on va dire, de moyens, et ainsi de suite. Bon, moi j'ai l'impression que il est soit en train de jouer, il joue dans tous les deux cas, il joue sa carte en solo, il utilise juste la communauté pour jouer cette carte-là. Et on sait véritablement que c'est un fort bastion pour le RDPC, c'est cette communauté-là qui vote généralement en majorité pour le RDPC. Et pour les frères du Sud, moi j'ai l'impression qu'il y a une partie de l'opposition, d'une opposition qui va aussi maintenant instrumentaliser ou bien utiliser. Envoyer un message que l'opposition existe également ici aussi. Oui, une partie de l'opposition qui veut dire... On voit Abba Oyono, qu'on a quand même vu un méga meeting à Paris, effectivement. Les sorties montent Willy Mungue, qui est de ce parti, du MRC aussi. Vous voyez que c'est quand même une grande partie de cette opposition-là qui veut dire aux populations du Sud, si le RDPC n'a pas pu faire quelque chose pour vous, nous on peut agir. Il y avait autre chose, une autre proposition. Oui, n'ayez pas peur de où nous sommes allés, et même si vous estimez que c'est un parti qui vient d'une autre communauté, mais ils peuvent faire l'affaire au Sud, ils peuvent vous enlever de cette misère, de ce manque de route, de ce chômage. Bon, ne donnez plus toujours la priorité au RDPC. J'ai l'impression que c'est ce message qui entre passé. D'accord. Martial Bissok, est-ce qu'on peut considérer justement les signataires de ce document, la déclaration du Sud, comme les porte-voix de la région du Sud? Vous êtes de la région du Sud justement, ou alors à l'extrême nord, Issa Chiroma pourrait-il se présenter aujourd'hui comme porte-voix de cette partie du pays, d'où la question sur les logiques communautaires qui semblent prendre le dessus sur la logique nationale? Je dis déjà que les Camerounais n'ont plus besoin de ce genre de visage politique au Cameroun. Lequel? De Chiroma et compagnie. Parce que Chiroma, c'est le visage de la fourberie politique. Et je pèse mes mots. Ouais, on va être gentil avec Chiroma. Oui, on va être plus gentil parce qu'on peut repasser les bandes. Il nous a dit que Biya respirait même quand il ne respire pas. Il est allé même plus loin. Personne n'est jamais allé aussi loin. Donc, vraiment... Chiroma, il faut faire très attention. Vous n'avez pas affaire au lapin de 6 semaines. Et déjà, deuxième chose, c'est tellement indélicat pour un ministre de la République de jouer maintenant la partition communautaire, ou communautariste, ou communautarisante. Et je constate qu'au Cameroun, être tribaliste, communautaristo-tribaliste, est une qualité qui vous confère même une popularité. Il y a des jeunes hommes politiques qui ont tout un fonds de commerce sur un tribalisme politique communautaire déguisé et ils veulent vendre ça aux Camerounais et on dit qu'ils sont très forts. Mais si c'est ça, c'est justement pour ça que nous on vient intervenir pour dire vous n'allez pas brûler ce pays. Regardez tout un ministre de l'Emploi qui dit qu'il n'y a pas d'emploi chez lui. Mais bon Dieu, vous voulez que l'emploi tombe du ciel? C'est vous qui devez initier. Peut-être vous n'avez pas tous les moyens. On n'a pas dit de créer les multinationales, mais vous avez des leviers pour au moins la formation professionnelle. Vous savez comment la souffrance du Grand Nord est délicate. Les filles sont sans éducation pratiquement, les garçons aussi sont en désespérance. Et le ministre justement de l'Emploi aurait pu initier des petites choses pour qu'on trouve au moins qu'il y a un centre de formation professionnelle de telle chose. C'est lui qui signe. Il est ministre quand même. Et laissons même ce côté. Et Chiroma a un parcours qui est quand même intéressant. Si vous voulez qu'on revienne sur
l'ampleur politique de Paul Biya. C'est-à-dire que on ne va pas ouvrir les vieilles plaies. Oui, mais 84, non, il y a eu le putsch et il a payé, on va dire qu'il a payé. Donc passons dessus. Mais une fois qu'il a payé, on lui dit non, ok, tu peux revenir travailler dans la maison. Mais si c'est comme ça qu'il part, je dis merci pour la loyauté politique. Mais bon, c'est son droit. Démissionner est banal pour moi. Mais qu'il ne se fasse pas passer pour un héros. Quand nous, les vrais Camerounais, pas vrai parce qu'on est plus méritant, mais vrai parce qu'on n'a pas hérité de ce système, on n'a rien eu de ce système, contrairement à ce que les gens pensent. Nous nous sommes battus, nous sommes les enfants de la balle, et c'est pas Tirouma qui est 23 ans ministre, qui a joui de tous les privilèges, qui s'est enrichi sur les dossiers des transports qu'on ne va pas réveiller et toutes les migmacs possibles. Mais monsieur Tirouma, faites très attention dans ce Cameroun. Vous ne le menacez pas, vous ne menacez pas Tirouma. Non, parce que nous, attendez, Jean-Jacques Zé. Nous parlons parce que nous avons pendant des années accumulé des documents et des faits pour ce pays. Nous sommes la mémoire vivante de ce pays. Je suis ou j'ai été un journaliste. Je ne suis pas un journaliste de la basse-cour. Absolument. D'accord? Donc, quand on parle, c'est avec des faits. Et ce n'est pas Tirouma qui peut donner des leçons et de bonne gouvernance ou de sincérité politique à quelqu'un. Et maintenant, pour revenir à l'appel du Sud et à Aba Oyono, vous savez, je suis très déçu parce qu'un monsieur comme Aba Oyono ne peut quand même reconnaître qu'il a été formé, s'il est brillant aujourd'hui, par l'État du Cameroun, par la maigre université de Yaoundé, et par l'excellence qu'il peut dégager aujourd'hui. Mais venir dire que le Cameroun n'est rien, Paul Biya n'a rien fait, on n'a rien fait, surtout pour le Sud, je dis, mais il faut quand même regarder aussi vraiment avec un peu plus de sagesse. Vous pouvez être maître des amphis et puis un piètre politicien. Et là, nous sommes dans le domaine politique. Je mets au défi à Aba Oyono de venir débattre avec moi pour démontrer que le Sud n'a rien. Et d'ailleurs, on devrait même saluer le président parce que le Sud n'a rien. C'est ça la grande qualité d'un homme politique. Moi, j'ai vu, on a parlé du Congo. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Mobutu, Agbadolite et puis les autres. Enfin, tous les chefs d'État en Afrique nous démontrent que c'est d'abord le village, c'est toujours le village. Oui. Je ne dis pas que c'est ça, qu'au Cameroun, c'est parfait. Mais le président Biya a essayé de diluer un peu la gestion du pouvoir. Et regardez juste dans la nomenclatura politique au Cameroun. Prenez Jean-Luc au concert économique et social. Bref, la politique, Paul Biya nous laisse le sentiment que la politique, c'est un consensus, comme ça se passe partout dans le monde. Oui, mais bon, ce n'est pas des catégories. Si vous dites que le président Biya fait quelque chose, oui, je vais chuter. Au Sud, ceux qui écrivent et ceux qui dénoncent citent les cas des routes. Attendez. Je vois 4 discours, au moins le chef d'État a prononcé à parler la route Ebolo à Jean-Jacques qui n'est pas fait jusqu'à présent. Jean-Jacques Zé, je suis d'accord, mais je dis, si Paul Biya avait donné tout le goudron du Cameroun dans tout le sud et la lumière partout, ça serait justement un pays déchiré aujourd'hui parce qu'à l'est, au nord et au sud-ouest, on devait nous dire, mais vous voyez ce pays de ceux qui s'accaparent de tout. Moi, je suis fier de cette position-là pour dire à Aba Oyono et ses comparses qu'ils se trompent. Deuxième chose, on ne peut pas avoir l'un des plus grands ports en eau profonde d'Afrique, à Kribi, et dire qu'il n'y a rien. C'est quand même incroyable. Ce genre de réalisation dépasse quand même même les prévisions. C'est à nous de valoriser, c'est à tout. Ce port-là, même les gens du Congo, de Matadi, en portent des espoirs. Alors, il faut quand même reconnaître. Vous savez, moi, je ne suis pas sur ce plateau pour dire, peut-être parce que j'ai changé, peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est la vieillesse finalement, mais je ne suis pas dans la posture de quelqu'un qui dénonce tout systématiquement et qui veut peindre tout en noir parce qu'il a des visées politiques. D'accord? Parce que c'est très, très mal dit de dire que le Sud n'a rien, comme si les gens du Nord devaient avoir plus, non, comme si les gens du Sud, légitimement, devaient avoir plus parce que Paul Biya est du Sud. Mais c'est justement cette politique-là qu'il faut combattre. Et si c'est ça que là-bas, on veut l'amener sur le champ politique, ça veut dire qu'ils doivent encore refaire leur classe. Et là, je pèse mes mots. Et nous ne pouvons pas laisser ce genre de choses. Et pour sortir, Jean-Jacques, moi, c'est quand même terrible de penser que les gens ne pensent plus collectif et national dans ce pays. Et c'est pour ça que mes peurs sont justifiées. Pourquoi je dis qu'il faut une transition douce, intelligible, intellectualisante et silencieuse? C'est parce que je sais que si on écoute ce genre de personnage, chacun va tirer la couverture de son côté. Vous voulez savoir, le pétrole vient de chez moi à Dehane, mais les gens n'ont pas de lampe tempête là-bas.
Vous croyez que c'est pour ça que je dois bloquer le pont de la Dibamba ou que je dois bloquer le pont d'Union et exiger que je dois avoir toute la lumière du Cameroun? Nous avons un pays de 3 000 milliards de budget, ou 5 000 à peu près. On est à 7 000 maintenant. 7 000. Et nous sommes... Attendez, je veux vous dire que nos pays, même, c'est un miracle de la nature. Comment un pays qui a un demi-million de kilomètres carrés, moins quelques mètres, donc 475 000, avec 33 millions d'habitants, peut survivre avec 7 000 francs de budget, 7 000 milliards de budget, qui ne peuvent même pas acheter un avion en location, un avion de seconde main. Est-ce que vous vous rendez compte de la difficulté? C'est pour ça qu'il y a une irresponsabilité des hommes politiques à dire tout sur les plateaux télé, parce qu'ils ne sont pas au courant et ils sont pas aux affaires. Vous ne pouvez pas gérer techniquement, parce que les gens font comme si le Cameroun, c'est le Japon. Le Cameroun, c'est la centrafricanisation. Nous sommes dans la centrafricanisation normale africaine. Nous sommes un pays centrafricain ou Niger normal, quoi. Nous essayons juste de nous battre avec l'exceptionnelle rareté de ressources qu'on a. Je vais vous dire, d'ailleurs, dans ce pays... par là, oui. Oui, pour ne pas monopoliser la parole, mais le débat est excitant, Jean-Jacques. Je vous comprends. Il y a d'autres qui veulent intervenir. Oui, non, après, je pourrais peut-être partir. Mais je voudrais quand même... Vous ne partirez pas. Non, c'est jusqu'à la fin de l'émission. Oui, mais je voudrais quand même rappeler aux Camerounais. Que avec le peu qu'on a, on essaye de distribuer un peu. Peut-être ça n'arrive pas partout au même moment. Et c'est quand même cette équation-là qu'il faut. C'est une sorte de péréquation. Mais et justement, vous n'allez pas me démentir que dans nos pays où on n'a pas de politique monétaire, tout ce qu'on peut dégager comme budget, c'est une politique budgétaire. Comment vous pouvez imaginer le développement avec les prévisions budgétaires alors qu'on n'a pas de politique monétaire? C'est pour ça qu'il faut même saluer le ministre des Finances et tout ce qui travaille pour le Cameroun. D'accord. Bonsoir à vous sur le plateau. Je tiens juste à exprimer ma déception face aux réactions des panélistes et de certains téléspectateurs. Ils s'improvisent juge de la conscience de Martial, ce qui est non seulement ridicule, mais aussi antidémocratique, car cela revient à croire que l'on sait mieux que l'autre ce qui est bon pour lui. Un homme de médias aussi mature et expérimenté n'a certainement pas besoin de leçons sur ses choix. Pourtant, dès qu'il soutient Paul Biya, certains esprits étroits ne voient que des intérêts personnels. C'est vraiment dommage. Benoît Feu Dieu, il est du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui envoie ce message-là. La parole à Jacques Léonce sur la problématique qui est posée. La sortie de Issa Tiroma Bakari, qui observe aujourd'hui que sa région natale n'a rien eu. D'ailleurs, il s'exprime en langue locale, dans une langue de sympathie avec ses militants ou les populations. Et puis, il y a le Sud qui dit que oui, on a peut-être eu un fils à la tête de l'État, mais on n'a rien eu. Est-ce que ces logiques-là ne sont pas dangereuses pour la démocratie et pour la construction d'un État? Oui, ces logiques sont justement dangereuses pour la construction de la République. Je commence par M. Issa Tiroma. Martial a dit beaucoup de choses de lui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la preuve de ce que M. Biya, pendant son magistère, ne s'est contenté qu'à rendre son pouvoir éternitaire. Peu importe avec qui faire. C'est-à-dire que voilà quand même un monsieur qui a été l'un de ses pires pourfendeurs, comme tout le monde connaît, on ne va pas repasser les bandes comme Martial a dit, tout le monde connaît son passé politique. Mais il a quand même coopté ce monsieur qui a fait 23 années étant ministre. Voilà le Cameroun. Et donc vous comprenez que M. Biya, à un moment donné, ne s'est occupé qu'à rendre son pouvoir éternitaire. Même s'il fallait s'accrocher sur un serpent, si son pouvoir n'a aucune crainte, il fallait faire avec tout le monde. Donc je crois que M. Tiroma est resté dans sa logique. Vraiment, c'est rien de surprenant. C'est un maître chanteur politique et qui a bien compris que... avec un maître chanteur politique. Ah ben oui. Et qui a bien compris qu'avec M. Biya, il faut lui faire du chantage pour qu'il vous copte. Et vous savez que le Nord... c'est un bastion électoral. Oui. Voilà pourquoi M. Biya a tout fait pour s'agripper les services des grands leaders politiques du Nord. L'UNDP, tout ce qu'on connaît. Donc, c'est la preuve que la situation actuelle de notre État sur la gouvernance nous démontre que M. Biya ne s'est jamais préoccupé de la bonne gouvernance. Tout ce qui intéressait ce monsieur, c'est de rendre son pouvoir éternitaire. C'est de s'agripper au pouvoir autant que possible. Et c'est la preuve. Voilà un maître chanteur politique qui continue et qui sait très certainement que si M. Biya est réélu, il aura un gros ministère avec une grosse balade d'argent. C'est ça qu'il cherche. Tout le monde cherche les malades d'argent. Et comme M. Biya lui peut fournir, tant que vous êtes capable de lui apporter un électorat dans le Nord,
il vous fournit une marque d'argent. Et c'est ça que M. Tchoroma cherche. Il est cohérent dans sa démarche politique. Ce n'est même pas surprenant. Mais maintenant, sur le Sud, je crois que là aussi, ce n'est pas surprenant. Parce que vous avez quand même un monsieur, il est ministre d'État, il arrache les chefferies partout au Sud, qui avait dit que le Sud, c'est le stock granitique du RDPC. Vous imaginez ce que ça veut dire? Lorsque vous êtes dans le stock granitique d'un parti qui est au pouvoir depuis 43 ans, et que ce parti-là n'a même pas pu vous construire des routes, ne serait-ce que des routes. Est-ce que ce n'est pas, un peu l'exagération? On dit qu'il n'y a pas eu des routes. Vous aurez voulu qu'on en construise partout. Peut-être qu'il y a une, fondamentalement, qui est toujours citée, oui. Qui n'existe pas. Justement. Et c'est bien grave. Hein, justement. La route que vous avez citée, on en parle depuis 40 ans. Mais elle n'est jamais opérationnelle. Elle n'a jamais été livrée. Donc c'est normal que une région qui est considérée comme étant le socle granitique. Et vous avez vu, il y avait une vidéo qui a circulé. C'est normal pour le Sud. Mais on parlait de ce danger communautaire parce que l'Est va peut-être se lever demain et vous dire que Yokadouma Bolundou c'est totalement oublié. Même dans le centre, on vous dira que la boucle à l'équier, il faut peut-être la boucler pour qu'on n'en parle plus, et ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas de logique justement qu'ils pourraient en parler dans leur cercle de réflexion et s'adresser, mais le mettre sur le plan national, vouloir que le fils du village fasse tout pour le village, est-ce que c'est ça un peu le problème? Avec quel argent? C'est ça que je voulais justifier, la logique des gouvernants. Les gouvernants ont compris que nous sommes encore dans un pays où les Camerounais ont une culture politique déficitaire. Et donc, il fallait s'agripper sur la logique communautaire pour pouvoir justifier et pouvoir rendre leur pouvoir éternitaire. Voilà pourquoi quelqu'un peut dire qu'il y a une région qui est le socle granitique d'un parti politique. Ils s'amusent avec des petits mots comme ça parce que les Camerounais n'ont pas une culture politique forte. Mais on le dit ils n'en savent rien d'ailleurs. On le dit dans le centre, on le dit à l'Est également que c'est le socle granitique du RDPC. On le dit dans au moins 4-5, y compris l'extrême nord et autres. Oui, mais celui qui l'avait dit, savait bien pourquoi il le disait. Et vous avez vu une vidéo qui avait circulé là où un chef du village avait carrément cassé une plaque d'un parti de l'opposition. Oui. Et le responsable de ce parti avait été sommé de partir du village. Donc les gens sont dans cette logique-là. L'élite, beaucoup plus, utilise cette petite subtilité-là pour pouvoir entraîner les gens dans une logique qui va rendre le vote sociologique. C'est-à-dire que si votre frère est devant, tant qu'il travaille bien ou pas, alors il faut absolument courir derrière lui parce qu'il est là. Et l'élite a bien compris que les Camerounais n'ont pas une culture politique forte qui puisse leur permettre de comprendre que non, nous sommes dans une république où il faut se débarrasser des logiques communautaires, des logiques communautaristes. Et donc il faut penser république, la chose publique, la chose qui appartient à tout le monde. L'élite a donc compris et a commencé à jouer sur ces subtilités-là. Je crois que c'est au Camerounais qu'il faut parler. Est-ce qu'on va continuer à vous considérer comme du bétail électoral? Parce que là, nous entrons à la phase charnière de notre nation. Je crois que quelque chose doit se passer en octobre. Et pour que quelque chose se passe en octobre, il faut que les Camerounais soient éduquer la chose politique. C'est ça que je repose très souvent. On a encore le temps. C'est ce que je repose donc souvent aux acteurs politiques. Tant de l'opposition que ceux du pouvoir. Ils n'éduquent pas les Camerounais à la chose politique. Voilà pourquoi on tarde à avoir 10 000 Camerounais inscrits. On a 8 000 vraiment. On travaille, on ravage fort pour avoir 8 000. 8 millions. 8 millions. Oui. Parce que les gens ne s'intéressent pas. Les gens ne veulent même pas en savoir. Et pourtant, dans un État démocratique comme le Cameroun, il faut absolument s'intéresser à la chose politique. Pour pouvoir débarrasser M. Biya du plancher, il faut aller s'inscrire et il faut voter. Bon, il n'est pas sur le plancher, il est au palais. Pour le sortir du palais, il faut s'inscrire, peut-être voter ou autre chose. Il n'est pas sur le plancher. Alors, Martial parlait tout à l'heure d'une qualité politique du président Paul Biya qui n'a pas tout pris pour donner à son village, comme le font beaucoup d'autres. Il y a des anecdotes multiples là-dessus. Hein. Les patriarches du Sud vous diront que pour refaire, même si elle n'est pas excellente aujourd'hui, la route Mbalmayo-Sambelima, qui est tortueuse, qui est un problème, la route qu'emprunte le chef de l'État pour aller au village, il y avait 2 ponts qui faisaient problème. Si vous faites ça, vous verrez qu'il y avait des ponts qui ont été changés il n'y a pas longtemps. Et il a fallu que les vieux aillent lui dire que, mais vraiment, s'il y a un même accident, c'est d'abord ta voiture qui va tomber là pour refaire ce pont. Et une autre anecdote vous raconte qu'au sortir d'un sommet de l'UDEAC, avant la CEMAC, le chef de l'État était allé au village avec un président de la sous-région également.
Et quand ils arrivent au village, les voitures s'immobilisent. Et ce chef d'État lui demandait qu'on s'arrête pourquoi? On veut saluer qui ici? Le président Paul lui a dit que non, on est arrivé chez moi. Il dit non, Paul, mais tu n'es pas sérieux. Si tu ne peux pas te construire, demande-moi de venir te construire quelque chose au village. Et il saluait là la modestie du président Paul Biya. Bonsoir, le sac de modérateur, non, là c'est quelqu'un d'autre, ça c'est une usurpation. Le sac de modérateur, c'est bien perfecto, parfait ici. Je doute très fort que Issa Tiroma soit sincère. Par contre, je vois en lui un monsieur qui a vu vraiment le bateau se noyer et il cherche à se sauver. Ne soyez pas surpris de le voir rejoindre ou faire alliance avec un parti qu'il estime qu'il va gagner des élections de 2025 pour fuir la justice dont il doit rendre compte et il faut être naïf pour le voter. Et Martial Bissok, là il pique un peu dur sur Martial, et Martial Bissok a le profil de Issa Tiroma. Oui, sauf que je n'ai jamais géré, je n'ai pas fait disparaître des mallettes, je n'ai jamais rien géré. Le Sangou Abdoulaziz, j'ai aucune mallette d'argent. Et puis voilà, les autres ont géré les... J'ai une intégrité morale, et voilà, on peut au moins me conférer ma virginité. En termes de gestion des mallettes, il y a encore cette question de moralité, voilà. de sincérité qui revient. Est-ce qu'il y a la sincérité? Issa Tiroma, qui est en question, avait soit l'habitude de dire que seuls les intérêts sont permanents en politique et que l'amitié n'est pas fondamentalement une donnée permanente. Jean-Jacques, comme j'ai dit tout à l'heure, M. Issa Tiroma, parce que je n'aime pas dire Issa Tiroma, ce n'est pas mon égal. M. Issa Tiroma n'est pas sincère. Jean-Jacques, quelqu'un qui a été le plus grand défenseur du président de la République, il arrivait même souvent que même étant chez lui, il dit, même quand il mange, comme le président de la République dit, comme le président... Puis les humoristes aujourd'hui, ça regarde. Comme le président de la République a dit, comme même n'importe quoi, il citait toujours le président de la République. Et aujourd'hui, il fait un rétro-pédalage, autant pour moi. Il cherche uniquement son intérêt. Je vous ai dit, M. Issa Tiroma n'est pas ministre d'État. Il veut peut-être que le président, lors d'un décret, il dit M. Issa Tiroma, ministre d'État, peut-être dans sa base militante, il ramasse quelques individus qu'on nomme DG et tout ça. Mais Jean-Jacques, vous savez, j'ai dit tout à l'heure que cette élection de 2025, ce n'est pas comme 2018. Certainement, le président de la République, Paul Biya, pourrait encore être président au sortir de l'élection présidentielle. Mais Jean-Jacques, pour rejoindre ce qu'un téléspectateur a dit, certainement, il y a un schéma qui va se dessiner après l'élection 2025. Peut-être, il y a une loi, un projet de loi qui pourra être introduit, peut-être, je suppose, qui pourrait être introduit après l'élection de 2025 pour préparer une alternance politique dans la douceur. Certainement. Finalement, vous me rejoignez. Non, non, suivez. Je vous ai dit que quand j'analyse, je ne prends pas de parti pris. J'analyse froidement. Donc, certainement, il y aura un projet de loi qui pourrait être introduit pour préparer une porte de sortie. C'est la meilleure voie ou pas? Jean-Jacques, dans le contexte actuel. Sauf que je ne peux pas dire que c'est la meilleure voie, puisque qui prépare la sortie? C'est celui qui va sortir. C'est celui qui va sortir, ok. Oui. Si celui qui va sortir prépare la sortie, il mettra également un mécanisme de contrôle, un mécanisme qui sera favorable à ses intérêts. Vous voyez un peu Jean-Jacques. Donc, si c'est lui qui prépare la sortie, je vois... Jean-Jacques, vous ne pouvez pas préparer votre sortie simplement comme ça. Moi, j'ai été leader d'étudiants, hein, et je me rappelle quand on faisait les élections en fac, Jean-Jacques. Je vous dis, la politique, tu ne viens pas pour perdre, tu viens pour gagner. Oui. Même... On s'est fait par les bises là-bas, c'est pas le roi bébé comme on dit. Exactement. Ce n'est pas seulement la conquête, mais c'est la conservation également. Et il faut tout faire pour conserver le pouvoir. Donc, je pense que ça peut être une voie. Mais Jean-Jacques, j'aimerais... Personne dans votre université n'a le projet de brûler l'université s'il perd. Oui, exactement. Jean-Jacques... Donc, ce n'est pas les mêmes risques. Hein? Jean-Jacques, pour revenir sur la déclaration du Sud, moi, je n'aime pas... Lorsque des gens prennent quand même leur plume et ils rédigent une déclaration, il ne faudrait pas les jeter à la vindicte populaire.
est-ce que ce que ces gars ont dit sur ce document est vrai? Oui. Concernant les routes, moi j'ai fait Moyomé Salabembi, Jean-Jacques. Mais ce n'est pas une route, ça. Moyomé Salabembis. J'ai fait Moyomé Salabembi. Et Jean-Jacques, quand vous arrivez à Bembis, chaque minuit, il n'y a pas d'électricité. Et si vous arrivez à Doumentan, alors faites comment? C'est ce que je suis donc en train de dire que... Vous arrivez en Boma, vous arrivez en Gossas, vous arrivez en Boma. Voilà. Raison pour laquelle je dis... Là, je suis en train de faire ma déclaration en direct. Exactement. Si vous arrivez en Boma, en Gossas, Doumentan, en Guinée-Medouka, vous faites comment? Raison pour laquelle je dis donc qu'il ne faudrait pas dire Aka, il raconte du n'importe quoi. Le président de la... Vous connaissez ça, la Poumbe? Moi, je suis même arrivé, on ne veut pas à Yaoundé, on dit qu'on veut la je suis même arrivé à à Somalomo. Voilà. Moi, je suis arrivé là-bas. Ouais. Puis Jean-Jacques, vous voyez donc que le président de la République a fait dans toutes les régions. Mais il y a encore du travail à faire. Donc moi, il ne faudrait pas dire qu'il n'a rien fait. Il continue alors, non? Non, c'est vrai qu'elle est à l'approche de la fin du mandat, il commence un chantier. Et il vous dit que vraiment, il faut que j'achève le chantier, donnez-moi encore un mandat. Vous voulez que le président continue? Non, pas qu'il continue, Jean-Jacques. Moi, je ne suis pas dans la logique de la continuité. Je dis ceci. Il a fait pour toutes les régions. Le peu qu'il pouvait. Il a quand même fait, Jean-Jacques. Ce qui est fait tellement minimal. Non, mais il a quand même fait, Jean-Jacques. Il a quand même fait, Jean-Jacques. Si un homme donne à sa femme une ration de 1000 francs, elle ne dira pas qu'il n'a rien donné. Voilà. Il a quand même donné. Même si le jour qu'elle sera fâchée, elle dira que tu m'as jamais donné. Il a quand même donné et elle pourra simplement dire que tu m'as donné, j'étais petit, je réclame encore plus. 43 ans, c'est beaucoup. Donc le président Paul Biya a fait ce qu'il pouvait faire. Mais moi, je ne vais pas trop accuser le président Paul Biya totalement. Vous savez, voilà, c'est quelqu'un qui a fait confiance à des gens. Lorsqu'il vous prend et vous met DG, il ne vous envoie pas voler. Martial a parlé tout à l'heure de patriotisme. Un patriote ne doit pas voler. Ou un peu non. Tu sais quel intérêt, tes intérêts personnels ou bien les intérêts de la nation camerounaise. Et je pense que le président Paul Biya n'a pas dit au DG, au ministre d'aller voler. Il a nommé ces gars et je pense même que dans sa logique, c'était du genre, si Jean-Jacques est de l'air, je prends Jean-Jacques, comme Jean-Jacques est de Doumétan, je mets Jean-Jacques ministre. Je prends Martial, s'il est, je ne sais pas d'où, je mets ministre. Il prend monsieur Ateba, il met ministre également. Vous devez penser à vos localités, vous devez développer vos localités. Je pense que c'était ça sa pensée. C'est-à-dire partager le gâteau à toutes les communautés du Cameroun et que chaque leader, chaque homme politique, chaque ministre et DG, dans sa base... que Issa Chiroma devrait s'en prendre à lui-même. Exactement. Il y a des questions d'emploi dans son village. Exactement, il devrait s'en prendre à lui-même parce que tu ne peux pas être... Il est ministre de l'Emploi et il parle des questions de l'emploi. Mais quelle incongruité. D'accord. On va poursuivre tout à l'heure. Vous savez que le débat ambiant parle d'une éventuelle démission de Issa Chiroma Bakary. On reçoit plein de messages, des sources qui disent même très proches du ministre Issa Chiroma Bakary. Je vais lire la dernière sortie de mon frère et ami Rodrigue Tonguet de Canal 2 International qui parle de la démission de Issa Chiroma, que Issa Chiroma ne dément pas. C'est le titre de cette publication, il y a quelques minutes seulement. Joint au téléphone il y a quelques minutes par mes soins en compagnie de confrères d'Afrique Informe, le ministre de la formation professionnelle a été interrogé sur l'authenticité des informations circulant sur les réseaux sociaux et annonçant sa démission. Il a répondu en ces termes, on ouvre les guillemets, le moment venu, si tel est le cas, la voix la plus autorisée du FSNC prendra la parole. Mon porte-parole va en attendant convier la presse pour un entretien. Je vous prie de me croire que je ne ferai aucun commentaire pour le moment. C'est Rodrigue Tongué qui signe en citant Issa Chiroma Bakary. Alors, s'il démissionne aujourd'hui après cette déclaration, est-ce que ça a un impact politique sérieux, Jacques Léonce? Ou impact politique sérieux, je ne crois pas. Je vous ai dit que c'est un maître chanteur. Il est dans sa logique, vraiment. Ce qui est sûr, c'est qu'il connaît très bien que si M. Biya se représente, il sera réélu. Et donc, après, on va lui donner un poste ministériel un peu plus juteux que celui qu'il a maintenant. Non, il ne peut pas démissionner. Non, c'est un maître chanteur. Je crois que c'est moins important. Ce qui est
important, c'est... Vraiment, moi je suis un peu gêné quand j'écoute les gens dire « Monsieur Biya a beaucoup fait ». Mais quand on a beaucoup fait... On n'est plus sur Monsieur Biya a beaucoup fait, oui, ou il n'a pas beaucoup fait. Vraiment, il a fait. C'est de ça qu'on parle. Il a fait quelque chose, oui, quand même. Restons sur la question. Est-ce que, sur le plan politique, une démission de Issa Tiroma Bakari aujourd'hui peut changer quelque chose pour le RDPC, pour l'élection à venir dans le Grand Nord? Ça ne peut rien changer. Parce qu'en réalité, que M. Issa Tiroma soit là ou pas, la gouvernance de M. Biya ne changera pas. Parce que les gens disent que M. Issa Tiroma est ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, il n'a rien fait pour les emplois au Nord. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire lorsque nous sommes dans un système hyper concentré comme le nôtre, où M. Biya est l'alpha et l'oméga? M. Biya donne parfois les hautes instructions et on dirige le pays à travers les hautes instructions. Alors vous pensez qu'un simple ministre de l'Emploi peut créer quel emploi? Il a quelle marge de manœuvre? Tout devrait venir d'études. Tout le monde attend que tout vienne d'études. Voilà pourquoi j'ai dit ici que nous sommes dans un pays où chacun a un petit président dans son secteur. Ceux qui se battent dans le gouvernement, là, ils n'attendent pas les hautes instructions. Ils font mal. Qu'est-ce qu'ils créent? Ils font mal. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle ne serait-ce que créer les centres de formation. Est-ce qu'il a besoin de hautes instructions pour cela? Vous pensez vraiment qu'il a une marge de manœuvre pour faire ça? Puisque son budget prévoit cela. Moi, j'y crois. Et qu'il peut encourager également le privé à le faire. J'y crois de moins en moins. Je crois que dans cette équipe de gouvernante-là, il y a un centre, c'est M. Biya. Oui. Tout doit venir de lui. Vous n'avez aucune marge de manœuvre. Encore que Monsieur Issa Tiroma, en tant que ministre, n'a aucun compte à rendre au peuple camerounais. La seule personne qui a des comptes à rendre au peuple camerounais, c'est Monsieur Biya. C'est à lui que le peuple camerounais a donné fonction. Mais oui, il peut être nommé et puis pas croiser, il ne fait rien. Il ne fout rien parce qu'en réalité, lors de l'élection, ce n'est pas lui qu'on va voter. On va voter celui qui a pris son stylo et a écrit son nom. C'est lui qu'on va voter. Donc, je crois que... Est-ce que ce n'est pas une mauvaise façon de voir? Absolument. D'encourager les gens à aller les faire. Vous avez un ministre actuellement dans l'extrême nord qui a initié les campagnes de santé et on voit une mobilisation forte pour cela. Je ne suis pas sûr qu'il a eu besoin de hautes instructions pour faire ce qui est son travail. Ce que je veux dire, c'est que le Cameroun a besoin d'un président travailleur. Pas d'un président qui est au reposoir. Non. Nous voulons, le Cameroun actuel, il y a tellement de choses à faire qu'il faut un président travailleur, un président qui est ponté, un président qui est sur le terrain. Si vous avez un président qui ne s'agresse, qu'on ne voit que 2 fois par an, que le Cameroun ne voit que 2 fois par an, parfois il disparaît, parfois 3 mois ailleurs, on commence à croire qu'il est mort. On commence à croire qu'il est mort. Il n'a pas été différent même quand il avait 49 ans. C'est donc ça le problème. 49 ans. Il ne faisait que 2 apparitions par an. C'est donc ça le problème. Voilà pourquoi la pourriture s'est installée. Parce que vous n'avez pas quelqu'un qui peut frapper du poing sur la table, dire il siffle la fin de la récréation. Vous avez l'impression que chacun est libre de faire ce qu'il veut, comme il veut. On a parlé du Covid, de la canne, tout est fait, mais les gens sont encore là, personne n'est inquiété, mais les gens sont morts, personne n'est remplacé. Est-ce que c'est comme ça qu'un pays comme alors, sur Issa Tiroma, Martial Bissok et Isaïe tout à l'heure, s'il démissionne finalement, est-ce que ça a un impact politique considérable? Alors, pour moi, non. Parce que, vous savez, j'ai dit, peut-être maintenant avec un peu plus de modération, que Tiroma, c'est peanut. Et il le sait. Sinon, il ne se serait pas accroché de manière morbide. C'est-à-dire, en fait, c'est le visage un peu hideux de la politique telle qu'on ne voudrait plus l'avoir au Cameroun. Nous, c'est pas parce qu'on a parlé... En fait, si vous voulez me comprendre, je suis pour qu'on sauvegarde l'État et la République. Et les gens vont comprendre plus tard, parce que laisser la République à 10 Tiroma comme ça, il y a 10 Cameroun qui se déchirent le même jour. Parce que chacun va essayer de dire... Vous avez vu la photo du manipulateur? Il s'assoit sur l'école publique du village et il dit qu'il n'y a pas de table-banc. Mais pour donner 100 tables-banc aux gens de ton village... Quand tu as amassé, des milliards, moi-même qui ne suis rien du tout, je l'ai fait dans mon village. Donc il ne faut pas quand même
Vous ne pouvez pas... on n'a pas besoin d'être élu pour faire une école dans son village. Mais c'est pas... Même les tables bancs, et vous accusez le système. Sans rien. Nous, on le fait. Parce qu'on est dans une république aussi participative. Voilà. Et ces gens-là n'ont jamais rien donné, ni à personne, ni à eux-mêmes. Ils ont le visage de la fourberie et de la méchanceté. Et c'est ces valeurs-là qui veulent... Ces contre-valeurs, pardon, qui veulent nous imposer en politique. Et pour demain, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, vous m'avez peut-être pas bien cerné. Je dis, moi... Le simple fait que Paul Biya soit encore là est une chance pour la jeunesse. Pour vous, prenez vos responsabilités. Présentez-nous autre chose. Présentez-nous des anti-Tirouma. Parlez du Cameroun de demain. Ne parlez plus de communautarisme. Quel est ce pays où il y a une intrication? 70% des Camerounais sont métissés. Et aujourd'hui, les gens veulent vous vendre un projet politique sur le communautarisme. Quel est le Camerounais qui est Camerounais de son seul village et de son grand-père et de sa grand-mère du même village? Donc, c'est ces notions qu'on doit commencer à effacer, à venir dire qu'on s'assoit sur le village. Non. En politique aussi, on peut avoir une communauté forte, c'est-à-dire une communauté des jeunes, des étudiants, des ceci, mais pas une communauté basée sur la tribu. C'est ça qui est le danger de cette politique que nous avons dont nous avons hérité depuis les indépendances. C'est comme ça exactement que le colon voulait que le Cameroun ou que l'Afrique soit. Et maintenant, nous sommes en train de passer cette étape et Paul Biya a conduit ce Cameroun-là avec tout ce qui va avec et on doit accepter. Moi, je vous prends une image pour chuter. Vous savez, quand votre père vous laisse en héritage une maison en terre battue, en calabote inclinée, vous ne niez pas, vous ne rejetez pas votre père parce que la maison est inclinée ou en calabote ou en terre battue. C'est à vous d'y amener du fer, du béton pour en faire des immeubles. Voilà un peu mon message à la jeunesse. Je viens un peu en tant que pédagogue aujourd'hui parce que je sais ce que c'est les dangers. Vous n'avez peut-être pas touché du doigt les pays où on parle de guerre. Parce que ça nous amuse ici. J'ai vu des gens me citer le Rwanda. Le Rwanda est développé. Mais monsieur, quand il y a plus de 3 millions de morts, des enfants, des femmes enceintes égorgées à même le sol, il y a le prix moral pour effacer ça? Vous croyez qu'une autoroute, une route bien balayée peut effacer les crimes de sang? Il faut moins 100 ans, justement. Et c'est le piège dans lequel les Tirouma, quand il va exciter le village, par exemple, il n'est pas le seul, mais quand on excite le village pour dire, vous voyez, nous, on n'a rien, les autres ont tout, c'est pour mettre face à face quoi? Deux communautés qui vont s'agresser. Heureusement, et je convoque donc l'intelligence suprême des Camerounais, qui se disent toujours, même à la dernière minute, que non, attention, cette histoire-là, on a des problèmes, certes, on veut évidemment tous de l'électricité, mais bon, on est des frères. Parce que toi, ta femme est peut-être, ma femme est Maka, toi, la tienne est Bakoko, l'autre est Mileke, l'autre est Douala. Et puis, on vit comme ça. Les discours des Elimbilo, par exemple, ne peuvent pas passer dans ce Cameroun qui est en train de se dessiner. Et c'est ce jeu. Et les leaders comme Tirouma me rappellent extrêmement ces petits gens qui ont des visages, comme en Côte d'Ivoire, on a vu des nationalistes extrémistes là qui poussent un peu la corde, mais ils trouvent en face des Camerounais civilisés. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Et Esaïe, Tirouma, s'il démissionne, ça a un impact. S'il ne démissionne pas, à quoi aura servi cette sortie? On sent qu'il joue un peu avec les mots, si on s'en tient à ce que Rodrigue a publié tout à l'heure. S'il démissionne, quel impact? S'il ne démissionne pas, quel impact? C'est vrai que lorsqu'on suit ce qu'il a dit, il y a trop, bon, c'est pas trop ouvert, on a quelque chose de caché. Et il continue à faire du Tirouma. Il reste toujours dans le mystère. Et oui. Moi, je dis, si les populations du Nord continuent à croire aux personnes comme Issa Tirouma, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore une certaine maturité politique. Parce que, généralement, comme on le dit chez nous à l'Est, on dit qu'il ne faut pas oublier le rêve à cause de la durée de la nuit. Quelqu'un qui vous a longtemps menti, qui a été dans le régime depuis très longtemps, et qui vient s'asseoir et dit il n'y a pas d'école, il s'assoit sur des bancs. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il n'a pas mis des bancs dans cette école? Pourquoi ce monsieur Issa Tirouma n'a pas fait cela? Ça devrait le déranger. Oui, ça devrait déranger effectivement Issa Tirouma. Ça veut dire qu'il devrait aussi avoir sa part. Parce que moi, je veux même dire, la notion des élites a été battue au Cameroun comment? C'est-à-dire, on te nomme quelque part, je dois être la corde qui doit tirer les autres. Et dans cette zone-là, les élus locaux sont de son parti. Effectivement, voilà. Les élus locaux, ça veut dire qu'il occupe quand même un certain nombre de mairies. Parce que quand que Léonce ne dise pas seulement qu'il n'a pas été élu, il a des élus. Oui. Ça veut dire qu'aussi, il est responsable, il est comptable.
en tant que ministre, en ayant aussi des élus. Parce que lorsque vous voyez, même, vous pouvez même voir Issa Chiroma aujourd'hui est en train de préparer les futures élections, s'il ne part pas la présidentielle. Oui, les élections législatives, et il peut être en train de faire ce chantage-là pour dire, bon, moi je veux encore un peu plus dans ces élections, comme on sait comment ça se passe. Bon, que Issa Chiroma, il peut même démissionner aujourd'hui et être toujours dans sa logique de chantage. C'est-à-dire faire même comme s'il est parti jusqu'à démissionner et pour qu'il y ait des pourparlers entre lui et le régime. Parce que je dis encore, ce monsieur, soit il veut s'accrocher ailleurs, soit il est dans le chantage politique. Il n'y a rien, il ne veut aucun changement. Il veut juste inutile de s'apercevoir ou de boire toute la mer pour s'apercevoir qu'elle est salée. Issa Chiroma qui a trahi une fois peut trahir 1000 fois. Et on prend trop de temps, enfin c'est vous le patron de votre émission. Supporté comme ça. Chiroma, dans le cadre de ce qui se passe, dans le cadre de ce qui se passe au sud. On connaît très bien Germaine Aïdjo, quand on lui demandait pourquoi Aïdjo avait choisi entre Paul Biao et avait laissé tous les autres ministres qui avaient quand même beaucoup plus de personnalité que le président de la République à cette époque. Elle disait que bon, par rapport à d'autres personnes, il était celui qui était moins attaché à sa communauté. C'est-à-dire qu'il partait rarement au village. Et aujourd'hui, ça se ressent parce que même au niveau de son village, il n'y a pas ce développement-là lorsque vous partez au sud. C'est la même chose. Le Cameroun est presque le même partout. Et moi, j'ai même l'impression que Paul Biya travaille généralement pour ceux qui lui mettent la pression. C'est-à-dire pour les communautés qui mettent la pression à M. Paul Biya. Quand c'est l'Est, quand c'est le sud où il y a généralement les 100%, ces communautés sont abandonnées. C'est pour ça que moi je dis, il faut aussi que les populations de l'Est commencent aussi un peu à mettre... Ah bon? Oui, il faut un mémorandum aussi. Oui, il faut qu'ils mettent vous avez initié un mémorandum il y a quelques années et personne n'en parle. Hein. Si vous tendez le micro à l'un des signataires de ces mémorandums, le gars dit qu'il n'est au courant de rien du tout. Il faut parce que nous, on va dire qu'aujourd'hui, le Cameroun, c'est un peu comme si on était dans un foyer polygamique où on gère généralement les caprices des femmes qui font les caprices et celles qui sont toujours dociles ne reçoivent rien parce que vous avez cité nos différentes routes à l'Est où généralement, lorsque vous voyagez, vous avez mal au corps pendant une semaine parce qu'il n'y a pas de route. Or que quand il faut faire le 100%, on doit faire le 100% là-bas. Je suis d'accord avec Martial qu'on doit bâtir les communautés de jeunes, communautés de tout le reste, mais il y aura toujours aussi ces communautés linguistiques, il y aura toujours ces communautés tribales qui vont exister et lorsque les choses vont parfois se corser, ils vont faire bloc pour pouvoir réclamer les choses à l'État. D'accord, je lis quelques messages, vous réagissez hein, quand vous êtes concerné. Bonsoir le panel, Martial Bissok et Chiroma. Quelle est la différence? Monsieur Bissok veut dédouaner un homme qui a fait 43 ans sans se pencher sur les problèmes de la monnaie. Et c'est à qui la faute? Qu'il quitte son remplaçant viendra poser et concrétiser les bases d'une vraie économie. Le vol est la leçon, pour en tout cas Charles de Douala, qui dit que Martial et Chiroma, c'est peut-être la même famille. Alors on va avoir des problèmes pour ouvrir ces messages-là. Peut-être qu'on va aller plus directement. Voilà. Bonsoir à vous. Désolé, moi je viens en paix. Pour moi, le père, monsieur Martial, je voulais... alors, si tu dis que tu veux gifler quelqu'un, tu viens en paix, c'est que tu ne viens plus en paix. Monsieur, giflez avec vos arguments. C'est plus sérieux comme ça. Si vous n'avez pas d'arguments, eh bien, ce n'est pas de cette république-là qu'on rêve. République de la liberté d'expression et le respect de l'opinion des uns et des autres. Je crois qu'il y a une saturation au niveau des messages. Je ne pouvais plus en ouvrir. On va continuer justement avec Bertrand qui voulait absolument... Oui, vous avez parlé d'impact. Est-ce que... S'il démissionne, est-ce qu'il y a un impact sérieux sur le plan politique? Est-ce que ça peut avoir un impact sur l'allié du RDPC? Et s'il ne démissionne pas, est-ce que Chiroma n'aura pas tout perdu en faisant ce genre de déclarations, mais en restant en même temps membre du gouvernement? Jean-Jacques, le mariage a un impact. Le divorce a aussi un impact. Donc, il y a deux cas de figure qui vont se présenter. S'il démissionne et qu'il reste singleton, il n'y a pas d'impact. Sur l'élection présidentielle, il ne pourra pas influencer le sort de l'élection présidentielle. Mais Jean-Jacques, de l'autre côté, s'il démissionne et qu'il s'allie à un autre parti politique, puisque j'ai suivi sa vidéo, il dit, le moment venu, je vais vous dire qui voter. Ou un peu Jean-Jacques. C'est pourquoi, lorsqu'il était dans le Grand Nord, c'est pourquoi je dis, si c'est qu'il s'allie à un autre parti politique, il y aura des conséquences, mais beaucoup plus sur les élections législatives et municipales. C'est où ça peut avoir un impact.
Mais sur l'élection présidentielle, déjà, c'est peine perdue. Donc, il n'est même pas la seule élite du Nord, parce qu'il y a d'autres élites du Nord qui sont dans le rassemblement. Il y a une nouvelle génération, il y a en plus une nouvelle génération. Il y a beaucoup qui ont même organisé la marche, la dernière marche qu'il y a eu au Nord, où on voulait, c'était combien? 100 000 à l'extrême Nord. Mais il y a une nouvelle génération aujourd'hui qui est d'ailleurs sur le terrain. On cite le chef de cabinet du PAN, des ministres comme Malachi, Manaouda, qui sont sur le terrain. Il y a peut-être cette nouvelle génération qui peut réduire un impact, si on pouvait créer un impact d'une sortie du gouvernement de Issa Tiroma. C'est pourquoi vous voyez donc la campagne de santé qui est actuellement là. Ce n'est pas pour rien, Jean-Jacques. C'est une campagne politique que le ministre de la Santé est en train de faire. Et il sait bel et bien que même dans l'extrême nord, quand vous arrivez là-bas, vous allez voir que Issa Tiroma a une base électorale là-bas. Donc la campagne de santé du ministre Manaouda est également là pour réduire, c'est-à-dire éteindre même les velléités de M. Issa Tiroma. Si un jour, il arriverait que M. Issa Tiroma décide d'être candidat, je pense même que s'il part aux élections, Jean-Jacques, il va perdre. Parce qu'il ne peut pas être blanc aujourd'hui. Il ne peut pas déclarer qu'il est blanc. Pourtant, il a mangé sur la même table. On dit souvent que Jean-Jacques, en politique, lorsque le diable t'invite à dîner avec lui, c'est lui qui fait le menu. Il peut décider un jour que c'est toi le menu. Donc Issa Tiroma ne doit pas venir nous dire aujourd'hui que le président Paul Biya est noir et lui il est blanc. Pourtant il a passé 23 ans à défendre la politique du gouvernement. Donc moi je trouve, en fait il fait la danse, c'est un danseur, c'est un humoriste. Je pense que il pouvait bien essayer. Non, il est humoriste. Vous savez, le président également en politique, il y a des humoristes. Une véritable bête politique. Jean-Jacques en politique. Monsieur Tiroma, en politique, il y a des humoristes calqués. Moi, je vous dis, il y a des humoristes calqués. Donc, il ne faut pas dire que c'est une bête. Actuellement, là, Jean-Jacques, il n'a pas de force. Le RDPC peut même accepter le divorce là. Surtout qu'il aurait observé que même en termes de moyens, ça a diminué. Ça a diminué. Monsieur Jean-Jacques, le poste ministériel décroissant. Exactement. Monsieur Jean-Jacques, lorsque vous quittez, ce n'était pas pour rien qu'il ait été débarqué du ministère de la Communication. Oui, ce n'était pas pour rien. Donc là où il est là maintenant, qu'il se contente de ça. S'il ne veut plus travailler, Jean-Jacques, qu'il ne vienne pas nous raconter que le président Paul Biya fait mal, qu'il démissionne. Dernier léger tour de table. Bonsoir Jean-Jacques. Et si la volonté de démission du ministre Issa Tiroma dévoilait le retrait du président Biya de la scène politique et donc qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle d'octobre 2025. Monsieur Boyo, depuis Berthois, qui lance également cette réflexion. Mais nous, on est sur l'impact d'une démission ou pas de Issa Tiroma Bakary. Est-ce que ça change quelque chose sur le plan politique, sur le plan électoral, si jamais le président Biya est candidat ou si le RDPC a un candidat? Oui, ça peut changer quelque chose, peut-être sur le plan électoral. Que, vous savez, M. Issa Tiroma, c'est un acteur politique du Grand Nord. Sauf que sa façon de faire de la politique est véritablement répugnée dans notre contexte actuellement. Vraiment, on ne veut plus de ce type d'acteurs politiques-là. Vraiment, on ne veut plus des acteurs politiques qui sont entrés en politique seulement dans le but de la recherche des rentes. Vraiment, cette façon de faire la politique ne nous mérite plus en 2025. Nous voulons des acteurs politiques qui pensent de la République, la chose publique. Mais vous avez des gens comme ça qui ne pensent que pour leur pense. Que vraiment, il n'a rien à foutre. Voilà pourquoi, lorsqu'on analyse même l'alliance entre... moi, je crois qu'il a beaucoup plus été question d'une alliance entre deux personnalités politiques, pas entre deux partis politiques. Parce que je me dis que son parti n'a été que vraiment une touche sur laquelle il s'est agrippé, mais l'alliance a été faite entre M. Biya et M. Tiroma. C'est-à-dire que deux acteurs politiques. Son parti n'a vraiment pas un impact politique pertinent dans le Grand Nord. On a l'impression qu'il utilise seulement la carapace de son parti politique, et pourtant, l'alliance c'est entre deux personnes. Entre deux personnalités politiques. Donc je crois que ce type d'acteur politique est véritablement à répugner dans notre contexte. On n'en veut plus vraiment. On veut des gens qui pensent pour la République, la chose publique. Et non pour la pense. Et non pour la pense. C'est quel pays ça? Issa Tiroma venir encore parler de Paul Biya, qu'il n'est pas efficace. Un griot,
ça ne change pas. Mais il y a la question qui vient de Boyo de Bertois. Il dit, est-ce que Issa Chiroma n'est pas en train d'anticiper sur une candidature ou une non-candidature du président Biya? On a 1 minute et demie. Je dis, avec le silence du président qui ne s'est pas encore prononcé, peut-être qu'Issa Chiroma peut être dans le secret des dieux. Peut-être au niveau du Sérail, là-bas, on est peut-être en train de parler du potentiel départ du président de la République. Parce que le président de la République, lors de son discours, avait donné 2 hypothèses. Qui peut rester comme il peut aller au village. Et s'il estime qu'il va aller au village, Issa Chiroma peut se détacher de ce jeu-là pour se dire, bon, il faut peut-être que j'aille me positionner à côté pour voir si le président de la République part, comme moi aussi je me positionne dans ce niveau-là. Parce que vous savez généralement que les politiciens comme Issa Chiroma, ce sont des politiciens aussi qui se sont résignés à un niveau, c'est-à-dire sachant que le président de la République, c'est quelqu'un qui écrasait tout sur son passage, ont finalement dit, mieux on suit le plus fort. Et si aujourd'hui le plus fort n'est pas là, on se retrouve dans un jeu électoral où les cartes sont rabattues, où chacun se dit, je peux avoir ma chance à ce niveau-là. Bon, ça peut aussi être une possibilité, c'est-à-dire en étant dans les secrets de Dieu, de se dire, là, ça va peut-être péter de tout part, comme votre émission le dit souvent, le grand soir, on peut se retrouver dans le grand soir où les gens vont commencer à bagarrer. Lui dit, bon, moi je peux faire le retrait et garder cette base de détecteurs que j'ai déjà et partir sur cette base pour pouvoir me positionner aussi aux futures élections. Alors, est-ce que le candidat que vous soutenez a des raisons de rester serein avec cette sortie de quelques sudistes, avec Issa Chiroma, avec des inquiétudes sur la position de Bello Bouba qui n'est pas encore dévoilée? Est-ce que tout cela pourrait amener le candidat du RDPC, s'il se prononce aussi, à rester serein face aux élections qui arrivent? Moi, je vous dirais simplement oui, parce que ça fait le jeu du président Paul Biya. Plus vous montrez que vous avez le visage de la partisanerie, hein, de la petite tribu, de la haine, du petit clan de canapé du village. Vous n'avez pas le visage national. Nous parlons d'une élection présidentielle. Et je pense que beaucoup de Camerounais s'y méprennent vraiment quand ils croient que c'est pour... Non, c'est pas une élection cantonale ou de la mairie de Messondo. C'est une élection présidentielle. Et le prochain président du Cameroun, après Paul Biya, aura tout, sauf ce que nous présentent quelques-uns aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faudra avoir ce visage rond-là, où on reconnaît un peu du Garoua Boulaye, du Betare Oya, du Tchang, du Fotoni, de Garé Gombo, comme tu parlais tout à l'heure, de Dakom 2. Voilà, il faut avoir ce Cameroun-là. Et la plupart... Parce que je ne peux pas tout dire. Moi aussi, demain, on ne sait pas. Nous ne nous excluons pas. Voilà. Non, c'est vrai. Oui. J'ai de l'ambition intacte. Il faut que les Camerounais ne s'y méprennent pas. Si on est pour une transition apaisée, c'est parce qu'on sait que le président peut nous conduire vers là où on veut. Alors, mais attendez, le Cameroun nous appartient à tous. Mais le prochain président, justement, doit avoir cette nonchalance même que vous allez appeler la pondérance. Qu'est-ce qui a sauvé le Cameroun de toutes ces années de braise, de tout ça? C'est cette petite pondérance que vous ne pouvez pas nier au président Paul Biya. C'est-à-dire faire un peu parfois le mort. C'est-à-dire tuer... c'est Mitterrand qui avait une belle formule. Il disait laisser les petites choses mourir de leur propre mort. Si vous avez un homme épidermique qui réagit à tout bout de champ, c'est qu'on va tirer de tous les côtés. Donc, il ne faut pas perdre de vue que le prochain président doit avoir les 4 coins cardinaux de la bienveillance politique et une sorte de bonhomie un peu intellectuelle, une sorte de rondeur. Il ne faut pas avoir des chemins de crête dans la pensée. C'est sur cela qu'on va mettre fin à ce programme. Et merci d'être venu. Le temps est très vite passé. On a rempli justement notre devoir et notre mission. Merci d'avoir enrichi ce programme. Prochain rendez-vous avec d'autres invités demain, lorsqu'il sera 17h. Très bonne soirée à tous.